bon, et que la France a adopté dans sa constitution en 1946. Il y a la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Donc la laïcité apparaît comme une valeur forte. Mais si vous voulez, pour les pays qui se disent république, démocratie, etc., qui n'ont pas trouvé utile de placer ce concept de laïcité, ça paraît effectivement curieux. Bon, il y a un autre concept qui correspond plus à ça, c'est la notion de sécularisation. C'est-à-dire des sociétés, effectivement, depuis le début de la Renaissance, on est des sociétés qui se sécularisent, c'est-à-dire qui séparent le pouvoir temporel du pouvoir religieux, spirituel. Donc ça, c'est une tendance, si vous voulez, à faire en sorte que s'il y a quelque chose qui fonde nos sociétés, c'est une transcendance, là on dit non, ça ne peut plus être fondé sur une ou des religions qui, de l'extérieur, nous imposeraient une vérité, parce que cette vérité, elle pourrait être partagée par des gens qui croient, mais pas par les autres, et à ce moment-là, comment faire société si c'est au nom d'une religion. Et dans une société, la sécularisation, c'est-à-dire que petit à petit, les hommes se sont dégagés des croyances, c'est-à-dire déjà à partir de la Renaissance, moi je ne suis pas croyant, je ne crois pas en Dieu, on commence à faire, c'était mal vu, afficher que soit on était agnostique, soit athée, mais voilà, donc c'est une tendance de fond, sécularisation, mais on en est resté là. Pour certains pays, séparer un peu les deux ordres. Mais pourquoi en France, la laïcité en France, c'est l'idée que laïque, je voulais expliquer un peu, ça résulte, c'est-à-dire qu'en France, si vous voulez, on a tellement été sous l'emprise du mélange, et de la complicité et de l'interpénétration entre le religieux et le politique. Le roi était roi de droit divin, donc c'était le représentant de Dieu sur terre. Ce qui fondait sa légitimité, celle de sa famille, c'était une transcendance, C'était la royauté, c'était à partir de là. Donc c'était très fort, et donc le pouvoir temporel confortait le pouvoir spirituel qui, lui, d'une certaine façon, entrait dans la vie politique et apparaissait comme légitime, et dans les sociétés, tout partout, c'était fondé sur les dogmes divins, les croyances. Quelqu'un qui n'était pas croyant, il était à la limite exfiltré de la société, on ne pouvait pas se dire athée au XVIe siècle. Déjà les gens, ils étaient... il y avait une espèce de forme d'intolérance, etc. Alors, ce qu'il y a, c'est que la République, effectivement, le processus de sécularisation en France, s'est opposé, s'est opposé en affirmant la laïcité. Ils ont voulu dire on est laïque, c'est-à-dire laïque renvoyant à l'idée quand même du peuple, mais voilà, le problème c'est de savoir quel peuple, et donc on est contre le peuple uniquement qui serait religieux, qui serait fondé par la religion, etc. On veut un peuple libre, on veut un peuple libre et qui soit fondé sur des idéaux de justice, d'égalité, etc. C'est tout le mouvement des Lumières, donc sécularisation, mais pour contrer la laïcité religieuse, puisque ce que je vous ai expliqué, si vous l'avez lu, c'est que au fond, il y a un couple, laïque, clerc, les clercs, les élus, etc. Donc il y avait un modèle de laïcité religieuse où, au fond, les élus, c'était les élus, mais finalement leur élection, elle ne venait pas du peuple, elle venait de Dieu, ce qui fondait leur légitimité de clerc, c'était d'être des représentants de Dieu ou appelés par Dieu, etc. Mais l'idée, c'était que ces gens-là, ils étaient au service du peuple, de tout le peuple, c'est-à-dire pendant
religion chrétienne, c'est tout le peuple, puisque tout le monde a été créé par Dieu dans la perspective de la religion, donc c'est tout le monde, hein, le peuple, etc. Alors le problème était de savoir si ces clercs étaient au service du peuple, ou au contraire, d'une certaine façon, ils avaient abandonné l'idée d'un peuple rassemblé, etc., hein, au profit d'une société qui était devenue profondément inégalitaire, injuste. La Révolution française s'est faite sur le constat de profondes injustices, des pauvres et des riches, etc., disant que, compris, le message évangélique avait été complètement détourné, hein, puisque, au fond, il disait que tous les hommes sont les mêmes vis-à-vis de Dieu, donc il ne doit pas y avoir des riches et des pauvres, etc. Bon, ça n'a pas de sens, et d'ailleurs, tout le message évangélique est fondé sur l'idée que les pauvres, les plus pauvres, etc., et que, Jésus-Christ est plutôt du côté des pauvres, du côté de l'égalité, du côté de la justice, du côté du partage, du côté de la fraternité, et que l'Église avait détourné. Alors, ce qui était vrai, hein, on ne peut pas dire que l'Église, les clercs religieux, hein, le modèle de laïcité, c'est-à-dire des clercs au service du peuple, effectivement, sont détournés de leur mission. Et les religions, en plus, ont fait preuve, les guerres de religion, l'intolérance, etc., les positions dogmatiques. Donc c'est vrai que, quelque part, la République, d'une certaine façon, ce qu'elle a voulu faire, c'est reprendre la laïcité à son compte, en se disant, nous, on est laïcs, on va représenter le peuple, hein, avec les idéaux de progrès social, d'égalité, les idéaux révolutionnaires. Mais le problème, ils l'ont dit, mais est-ce qu'ils l'ont fait, hein? C'est-à-dire qu'on a remplacé le modèle religieux de laïcité par le modèle républicain de laïcité, hein, avec le sous-entendu que les clercs républicains allaient faire beaucoup mieux que les clercs religieux, hein, voilà. Mais le problème, c'est que l'expérience historique a montré qu'effectivement, on a eu sans doute raison de remettre d'une certaine façon le religieux à sa place, hein, et d'une certaine façon de l'inviter à retrouver peut-être ses origines. Enfin, c'est pas les républicains qui disaient ça, mais d'une certaine façon, c'est vrai que si l'Église comme institution, la religion comme institution avait été fidèle au message évangélique, elle aurait reconnu ce que disait l'Évangile, hein, le message évangélique, Jésus-Christ, hein, qui est le premier, d'une certaine façon, à tracer un message laïque lorsqu'il dit il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, il y a le domaine de César, de la société, et il y a le domaine, le domaine spirituel, hein, qui doivent être distingués. Sauf que l'Église, elle a voulu jouer dans la cour de César, hein, elle a voulu être ou influencer César, c'est-à-dire le roi, comme ça qu'on veut. Donc, elle a mélangé un peu les genres, hein, et donc l'Église, elle aurait été dans la position d'être le royaume de Dieu, hein, ça voulait dire le royaume de la fraternité, le royaume du partage, etc. Hein. Or, l'Église, justement, elle a joué dans la cour de César, et dans la cour de César, d'une certaine façon, c'est pas très propre. On est dans les conflits de pouvoir, les rivalités, etc. Donc l'Église, elle est rentrée là-dedans, hein, elle s'est abaissée, elle a oublié le message évangélique. Alors que, d'une certaine façon, l'Évangile avait, et d'ailleurs certains l'ont fait observer, hein, que le premier théoricien de la laïcité, c'était Jésus-Christ, en distinguant les deux domaines, qu'il ne fallait pas mélanger les genres, hein, et que l'Église, c'était le message spiritualiser l'homme, hein, et donc, si elle a à intervenir dans la cité, c'est au nom d'un message, hein, qui est le message spirituel de rappeler le souci des pauvres, le souci de la fraternité, etc., mais de ne pas vouloir jouer dans la cour de César, si je peux dire. Hein. Bon. Mais alors, la République laïque, le constat qu'on peut faire, c'est que si la République laïque, elle s'est identifiée au peuple, hein, elle a pensé qu'elle ferait mieux, mais le constat est que les clercs républicains
etc., n'ont pas permis au peuple. Alors, le peuple moi j'ai appelé Laos, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire tous les hommes rassemblés, évidemment, d'exister comme peuple. Là aussi, continuer les injustices, les inégalités, etc. On est bien dans des sociétés où les inégalités sont très fortes, où il y a de l'exclusion sociale, où les plus pauvres sont, je dirais, dans des situations d'infériorité, d'inexistence ou de mépris, etc., enfin, d'indifférence. Enfin, on est quand même dans une société où la République, c'est une république de clercs, qui sont plus religieux, mais qui sont républicains, mais qui ne font pas forcément beaucoup mieux. Donc, si vous voulez, cette laïcité républicaine, si la laïcité, c'est vraiment ça, l'idée d'un peuple, mais tout le peuple, tous les hommes, pas certains hommes, et dans des positions, si vous voulez, d'égalité, égalité non pas d'hierarchie, c'est-à-dire tout le peuple rassemblé, ou dans un processus de rassemblement où tous les hommes sont égaux, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas qui sont plus égaux que les autres et qui s'octroient des biens, des droits, des biens, etc. La République n'est pas une république laïque au sens originel de laïcité. C'est une république, si vous voulez, qui n'est pas laïque en ce sens-là. Et la question qui est posée, c'est est-ce que une république peut être laïque sans être à la fois sociale et fraternelle, parce que c'est quand même bien l'idée de fraternité qui est sans doute la plus riche. Moi, c'est ce que j'ai essayé de vous dire, pour faire qu'on se vive les uns les autres comme des frères et non pas comme des rivaux, comme des gens qui doivent entrer en rivalité, donc être ennemis les uns les autres, entraîner le processus de domination, d'assujettissement des autres, et donc d'infériorisation, etc., et de hiérarchisation. Donc on n'est pas dans une société laïque au sens de Laos, du peuple. Et voilà. Et en ce sens-là, on n'est pas laïque, parce qu'on est laïque. La République tient laïque qui s'oppose à religion. Bon, mais c'est pas ça le fond du problème. C'est pas d'être contre la religion ou de maintenir la religion à distance ou avoir des conflits de pouvoir avec la religion, écartés. Ils ont eu raison jusqu'à un certain point, mais ils n'ont pas fait mieux, quoi. Je veux dire, le résultat, qu'on n'est pas dans une société laïque, on est dans une société divisée, fragmentée, où il n'y a pas un peuple, mais il y a des peuples. D'ailleurs, c'est comme ça que ça apparaît, il n'y a pas un peuple de gens qui s'est rassemblé. Il y a d'ailleurs des castes, des classes sociales. D'ailleurs, on dit les classes supérieures, les classes moyennes et les classes populaires. Donc ça ne va pas. Si c'est un peuple, c'est tout le monde. Et on voit bien qu'on dit supérieur. Bon, ils ont pouvoir. Pourquoi ils sont supérieurs ? Parce qu'ils disent qu'ils sont supérieurs, parce qu'ils ont pris les moyens, les commandes politiques, économiques, etc. Et ils imposent l'ordre du monde qu'ils veulent, qui fait qu'il y a des classes moyennes intermédiaires, puis des classes populaires, dont on dit qu'elles sont les classes inférieures. Souvent on dit c'est les classes inférieures, les basses classes, etc. Et on vit dans une république et dans une démocratie où on a intériorisé ce schéma. Et les gens qui sont dans les classes populaires, on a réussi à les persuader qu'ils sont inférieurs. C'est, comme disait Raffarin, la France d'en bas, il y a la France d'en haut. Mais dans la laïcité, il n'y a pas ça, il n'y a pas l'en bas et là-haut. Là-haut, si on est tous égaux et tous frères, il n'y en a pas qui sont en haut et en bas. Vous voyez, ça ne va pas ce truc-là. Et malgré tout, on vit dans ce schéma-là. Et les gens des classes populaires, eux-mêmes sont intoxiqués par ça, puisqu'ils aimeraient bien que leurs enfants, grâce à l'école, deviennent au moins classe moyenne. Et voilà, comme s'ils avaient honte. On leur fait honte d'être dans les classes populaires. Et beaucoup de parents voudraient que leurs enfants soient plus, etc. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Il n'y a pas de peuple. C'est un peuple divisé, fragmenté, hiérarchisé. Il n'y a pas de Laos. Il n'y a pas de laïcité en ce sens-là. Voilà. Et faire croire qu'on est une république. Alors forcément, avec ça, la république n'est pas fraternelle et elle n'est pas sociale. Sociale, c'est les problèmes de justice. Forcément, on voit bien tous les problèmes d'inégalité, de conflits, etc. Bon, il y a des gens qui ont moins de droits que les autres, c'est évident. Est-ce que le droit au logement est pour tout le monde ? Vous voyez bien, les mal logés, les 3 millions de personnes sans abri, est-ce que les droits sociaux sont les mêmes ? Pas du tout non plus. Vous voyez bien dans les entreprises, les problèmes de partage, les hiérarchies, les salaires. Vous voyez, est-ce que entre les hommes et les femmes, l'égalité, on voit bien que c'est pas le cas non plus. Vous voyez, on n'est pas ni social ni fraternel. Est-ce qu'une république peut être laïque sans être sociale et fraternelle ? Je ne pense pas.
hein, ou bien, alors effectivement, on donne un sens très faible, hein, à la laïcité, hein, mais qui n'est pas de la laïcité. Hein, et c'est pour ça que ça ne marche pas, parce que ça crée des conflits. Hein, voilà. D'une certaine façon, c'est ce qui se passe. Hein. C'est que la laïcité, elle n'est pas sûre d'elle-même, quoi. On dit on est laïque, mais voilà, on est une république qui exclut de plus en plus de gens qui sont dans des situations de limites, etc., des conflits, des guerres. On va parler de la violence. C'est un bon exemple, hein, à travers la violence à l'école, de montrer que la République n'est pas laïque, hein, puisqu'elle divise les enfants entre les bons, les moyens, ceux qui vont faire partie de l'élite, etc. Avec des hiérarchies. Ça n'a rien de laïque, hein. Dans une école laïque, il ne doit pas y avoir ça. Hein. Tous les enfants doivent être accueillis de la même façon, reconnus de la même façon, et non pas mis dans des positions d'infériorité où après on leur reproche, on dit c'est eux, ils n'ont pas voulu travailler, ils n'ont pas voulu, ils n'étaient pas assez ceci, etc. On culpabilise les gens en disant si vous ne réussissez pas à l'école, c'est de votre faute parce que vous n'étiez pas assez intelligent, vos familles ne vous ont pas assez, ceci, cela, mais voilà, nous on a fait notre boulot. Hein. Donc on voit bien que ça ne fonctionne pas tout ça. Hein. Et donc la laïcité, elle se sent menacée, mais elle est menacée par qui? Elle est menacée par elle-même, parce qu'elle n'est pas accueillante. Hein. Elle n'est pas, je ne parle pas des immigrés, des étrangers, etc. Hein. On voit bien que, en ce moment, la crispation identitaire, hein, on n'est pas chez nous, qu'est-ce qu'ils viennent faire? 200 000 immigrants, non, il en faut plus que 180 000 parce qu'ils sont trop. Voilà. Donc on est dans une espèce d'entre-nous de caste, d'élite. Hein, et qui ne sont pas capables, si vous voulez, d'être ouverts aux autres. Et c'est ça le peuple. Le peuple, on est ouvert à tout le monde. Hein, c'est tous les hommes. Hein. Et c'est pour ça que l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, sur lequel je reviens de façon, vous allez me dire, insistante peut-être, c'est une proposition qui est vraiment laïque, hein, qui tous les hommes, hein, c'est tous les hommes sans exception doivent agir les uns envers les autres. Hein. Envers les autres, hein, c'est se tourner les uns envers les autres, hein, pour se regarder, hein, pour s'apprécier, pour partager ensemble, hein, et non pas être en concurrence, en rivalité, pour savoir qui sera plus haut, qui fera une ascension sociale, etc., qui sera plus considéré, etc. Hein, et on voit bien au bout du compte ce que ça donne comme catastrophe, hein, ces grands puissants, etc. Pouf, ils s'écroulent tout d'un coup. Hein, comme on voit actuellement, c'est un signe justement de notre maladie. Voilà, c'est un signe qui en dit long sur notre maladie de civilisation. C'est des signes forts, ça, qui devraient nous faire réfléchir, hein, sur l'état de notre démocratie. Hein. On s'apprêtait à élire un président de la République comme ça, qui... voilà, qu'est-ce qui se passe, hein. Ça pourrait nous donner à réfléchir, sauf qu'on ne le fera pas. Hein. On va être pris dans les combinaisons, les machins, alors si c'est plus lui, ça va être lui, puis grâce à lui, je veux avoir dit. Mais ça devrait, nous les citoyens, on ne devrait pas contempler les choses. Voilà. Et dans la laïcité, justement, le Laos, c'est un peuple de gens qui sont concernés les uns par les autres. Hein. Chacun doit être concerné par l'autre, hein, doit être actif, plein de sollicitude, voilà. Hein, agir les uns envers les autres, hein, envers, vous voyez. Hein, c'est ça, la laïcité, c'est envers, hein, dans une société telle qu'on est actuellement, c'est-à-dire ce qu'on appelle, alors justement, j'avais opposé la laïcité, la démocratie, hein, ce que j'appelle, moi, d'un néologisme, parce que je pense que ça peut être utile d'avoir ce mot nouveau pour ouvrir l'imaginaire, la laocratie. Hein. Dans la laocratie, le Laos, tout le peuple, tous les hommes doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Ça, c'est une proposition laocratique. Hein. La démocratie, c'est pas ça. Hein. La démocratie, dès l'origine, la démocratie, le peuple, en Grèce, c'était le démos, hein, on appelait le démos, hein, à partir un autre mot grec qui voulait dire district, secteur, tous les gens qui vivaient ensemble sur un secteur, sur un territoire, mais dans ces gens, il y avait de profondes distinctions. Le démos grec, c'était un peuple, si vous voulez, citoyen, mais il n'y avait pas les esclaves, il n'y avait pas les métèques, il n'y avait pas les femmes, et parmi les grandes familles
c'était des grandes familles qui se retrouvaient sur l'agora d'Athènes, etc. Hein. Il y avait des familles qui étaient plus prestigieuses que d'autres. Hein. Donc, si vous voulez, c'était un peuple, c'était pas un peuple. Hein. Le peuple athénien, le peuple démocratique, c'était un peuple divisé où très peu de gens, peut-être 10% des gens, avaient la parole et faisaient les lois, etc. Les autres, ils n'existaient pas. Hein. C'était pas un peuple. Le Laos, au contraire, c'est tout le monde sur l'agora. Et c'est pas pareil que 10%. Hein, qui font, et on appelle ça démocratie. Hein. Mais dans nos démocraties modernes, c'est toujours un peuple divisé. C'est les clercs, mais il y a les sans-droits, les sans-papiers, les sans-voix, les exclus, etc. Ils ne font pas partie de la démocratie. Hein. Bon, ils ont moins de droits que les autres. Hein. Bon, ils ont peut-être le droit de voter, etc. Mais est-ce que vous avez les mêmes droits si vous n'avez pas les droits sociaux, les droits économiques et un droit à l'éducation qui vous conforte dans la société? Vous n'avez pas les mêmes droits. Donc vous n'êtes pas au même niveau que les autres. Hein. Donc la démocratie moderne, comme la démocratie antique, est fondée sur l'exclusion. Hein. Alors on dit la démocratie, mais la démocratie, voilà, il faut bien voir que on est démocratique, effectivement, si on donne son sens à démos, on exclut, alors effectivement, mais en faisant croire que la République est indivisible. Non, elle n'est pas indivisible. Hein, les gens sont divisés, fragmentés. Laïque, elle n'est pas laïque, puisqu'elle n'est ni fraternelle ni sociale. Hein. Démocratique, ouais, mais démocratique en donnant le sens qu'elle est démocratique, c'est-à-dire elle est fondée sur l'exclusion. Mais on fait croire que la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, avec le peuple. Hein, mais quel peuple? Hein, c'est pas tout le peuple, c'est pas le peuple rassemblé. Hein, c'est un peuple divisé où certains n'ont pratiquement pas voix au chapitre. Hein, d'accord? On fait croire que bon, mais en plus, avec toutes les manipulations, tous l'esprit par la publicité, la propagande, etc., bon, au lieu d'éveiller les gens, après, on les manipule mentalement, etc., c'est bien connu, hein, bon, et qui fait que c'est un peuple qui est, d'une certaine façon, assujetti, hein, et que la France n'est pas une démocratie, c'est une oligarchie. Hein. Donc dire que la démocratie, alors tout dépend, évidemment, si on donne son vrai sens à la démocratie, c'est-à-dire en réalité une oligarchie, hein, faire croire que c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, avec le peuple, ou qu'on va vers ça, etc. Non, parce que, si vous voulez, on est construit sur des psychés qui sont encore excluantes. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore suffisamment humanisé, construit intérieurement, pour nous éprouver les uns les autres comme être un peuple rassemblé, travaillant dans le sens de l'humanisation à travers l'idée de fraternité, qui est une idée, encore une fois, qui reste à l'état embryonnaire. Hein. On n'a pas encore abordé ce temps de la fraternité, ce temps du peuple Laos, et par la même occasion, on n'est pas encore éduqué au sens fort du terme. Encore une fois, éduquer, j'invente rien, j'ai pris la définition du petit Robert, c'est développer, former des êtres humains, voilà, des êtres humains, pas des êtres sociaux dans des rivalités, etc. On est des êtres humains, et ça on n'a pas encore réalisé, compris ce que ça veut dire, vous voyez, vraiment, c'est ce que j'essayais de vous dire. Éduquer, c'est pour nous former humainement, et on n'est pas encore dans cette direction d'une façon suffisamment résolue. Hein. Donc c'est pour ça un petit peu que j'ai l'impression qu'à travers l'idée de laïcité, qui peut paraître effectivement curieuse, mais on voit bien que la France en apparaît dans un processus de rivalité politique avec l'Église, etc., ce qu'Edgar Morin appelle la catho-laïcité. Hein. C'est-à-dire, au fond, c'était une obsession, c'était de prendre le pouvoir à l'Église, hein, parce que c'était une rivalité, parce que l'Église était une puissance, comme on dit, politique, hein, et non plus une puissance spirituelle. Elle avait déjà beaucoup à faire avec le spirituel, malheureusement, la religion telle qu'elle a été, si vous voulez, formulée à travers l'Église, ses dogmes et son enracinement temporel, hein, bon, l'Église catholique en particulier, bon, je veux dire, rien à faire à avoir le Vatican avec une puissance politique, c'est complètement contraire à l'esprit de l'Évangile. Hein, je veux dire, si Jésus-Christ doit avoir les cheveux qui se hérissent en voyant
ce qu'est devenu, enfin pas complètement, parce qu'il y a des gens progressistes aussi, bon, c'est plus compliqué, mais d'une certaine façon, vous voyez, bon, alors on s'est figé sur cette idée de laïcité, voilà, mais qui n'en est pas une. Hein. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est des grandes idées, mais qui sont encore à venir. Hein. L'idée de fraternité est à venir, l'idée d'éducation conçue comme faire advenir, faire grandir en humanité, c'est encore à venir. L'idée de laïcité de ce peuple Laos, et donc moi ce que j'appelle une laocratie, hein, c'est une idée encore à venir, hein, c'est-à-dire qu'il faudra arrêter de se fixer sur la démocratie. La démocratie, c'est... Bon, Churchill disait, c'est le pire de tous les régimes, à l'exception de tous les autres qui ont été expérimentés. Sauf qu'il a dit qu'ils ont été expérimentés, mais on n'a peut-être pas encore expérimenté quelque chose qui serait meilleur, hein, qui serait la laocratie. Alors effectivement, on se dit la démocratie c'est mieux que la dictature, etc. Bon, oui, on peut le dire, encore que c'est une forme, la laocratie n'est pas du tout telle qu'elle est, oligarchique, exclusive d'une forme de totalitarisme très, très doux, très feutré, etc., hein, qui fait que peut-être la démocratie, au lieu de vouloir la raccommoder, etc., par tous les sens, il faut peut-être en faire son deuil, hein, et avoir une proposition qui ouvre et qui nous explique pourquoi la laocratie, pourquoi nous sommes encore des êtres aussi peu évolués, humainement parlant, et que, étant peu évolués, il faut s'interroger sur notre peu d'évolution et sur notre reconstruction à partir de valeurs humanisantes et de faire un travail en profondeur sur nous-mêmes en tant qu'être humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Et à ce moment-là, on retrouvera l'idée de laïcité de tout le peuple, on retrouvera l'idée de fraternité, on retrouvera l'idée d'éducation, qui sont des idées à venir. C'est pour ça que moi je pense que l'idée de laocratie, c'est une idée d'avenir, hein, mais dans ce sens précis, mais qui pour l'instant n'intéresse pas grand monde, parce que tout le monde s'excite sur la démocratie. Et d'une certaine façon, la démocratie est devenue un handicap. Hein. Je pense que la démocratie, il faut arrêter de vouloir la réparer. Quand ça ne marche pas un truc à un, on le met à la casse, puis on construit autre chose. Hein, parce que vouloir mettre des rustines, etc., pour améliorer la démocratie, hein, pour moi, non, mais je me rends compte maintenant, moi personnellement, que j'ai fonctionné aussi là-dedans. Je relis des textes que j'ai écrits il y a 10 ans, 15 ans sur la démocratie. J'étais aussi, il faut améliorer la démocratie, il faut, etc. Mais non, c'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est nous transformer nous-mêmes, hein, pour voir comment on fait obstacle à quelque chose qui serait un avenir commun autour d'un psychisme qui serait orienté sur véritablement la fraternité, sur tous les hommes. Hein, et ça, c'est terriblement difficile. Vous voyez, tous les hommes. Hein, vous vous rappelez la phrase de Peggy que je disais, hein, s'il en manque un seul, c'est tout le pacte civique qui s'écroule. Hein. Bon, on n'y croit pas parce qu'on se dit, ouais, quand même, c'est compliqué. On dit, les hommes, ça suffit. Bon. Hein, et on lâche facilement. Hein, on dit les hommes, mais c'est tout. Le problème, c'est tous les hommes, sans exception. Et à quoi ça nous. Qu'est-ce que ça exige de nous comme remaniement de nos structures psychiques, à la fois dans la vie quotidienne, dans la vie civile, dans la vie politique, dans notre rapport à l'environnement, au cosmos? Qu'est-ce que ça suppose comme remaniement pour nous reconstruire, pour commencer à avancer collectivement? Parce que tous les hommes, c'est ensemble, hein, c'est tous ensemble. Et ça, c'est pas facile. Vous voyez, on voit bien qu'on résiste. Hein. C'est pas facile parce que on n'est pas structuré comme ça. Ça nous demande un effort, une transformation. Edgar Morin parle de métamorphose. Hein. Métamorphose, c'est changer de forme, hein. Changer notre capacité, enfin notre peu de capacité pour devenir enfin peut-être des êtres humains et nous intéresser à notre humanisation, ce qu'on ne sait pas très bien faire. Hein. Voilà. Et ce qui est frappant, c'est que de voir que les hommes n'ont pas vraiment de goût, quoi, pour leur humanité profonde. Ils vivent leur petite vie comme ça, démocratique. Hein. Et je vous avais cité, pour en terminer là-dessus, il y a des passages très beaux de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, qui a enquêté sur la démocratie. Bon, lui, évidemment, il n'était pas révolutionnaire. Hein. Mais en même temps, il s'est rallié, mais en même temps, il a dit attention,
voilà tous les dangers qui guettent la démocratie. Hein, il a écrit dans son livre un chapitre prémonitoire qui s'appelle « Du despotisme qui guette les démocraties ». Hein. Il avait bien vu que dans les démocraties, d'une certaine façon, que ce pari du peuple, hein, ça allait pas fonctionner parce que les hommes n'étaient pas psychiquement, pas prêts, il ne le dit pas avec ces mots-là, mais que ça allait engendrer des despotes, hein, les nouveaux clercs, les clercs démocratiques, les clercs républicains qui nous gouvernent hein, depuis, et qui ont remplacé les clercs religieux, etc., mais qui ne font pas beaucoup mieux. Hein, et il montrait cette espèce d'incapacité pour le peuple, justement, à être un peuple, toutes les difficultés voilà, et il disait que voilà, la démocratie, ça allait être des gens finalement qui allaient vivre une petite vie, comme il dit, médiocre, comme ça, tourner en rond autour de leurs petits privilèges qu'ils vont reconstituer, etc. Hein, il disait à la fin, finalement, les hommes, il avait ce terme très fort, mais qui me paraît juste, hein, que finalement, en démocratie, les hommes allaient vivre en dessous du niveau de l'humanité. C'est très fort. Hein. Voilà. La démocratie, ça allait nous empêcher finalement de devenir des êtres humains pour les raisons que... voilà. Bon, ben, c'est pas facile à admettre, parce que si je vous dis ça, vous allez dire, non, démocratie, tout ça... Ouais, on va essayer, on va faire mieux, on va faire de la démocratie participative, on ne sait pas quoi inventer, hein, mais participatif, il y aura les participatifs, quelques-uns, mais les autres, ça ne changera pas grand-chose. Hein. Il y aura que les participatifs, bon, mais c'est pas... Mais on est dans cette grande difficulté, cette grande interrogation sur nous-mêmes. Hein. Je pense que, voilà, et moi ce que j'ai essayé de faire dans ce cycle... la résistance, etc., c'est un peu une espèce d'introduction à ce que j'appellerais le désarroi contemporain. Hein. Désarroi, au sens que je vous avais donné, désarroi, la roi, c'est l'équipement, c'est-à-dire que nous ne sommes pas équipés hein, pour, si vous voulez, avancer dans un processus d'humanisation, et on se met gravement en danger à cause de ça. On n'est pas arroyé, hein, au sens... La roi, c'était s'équiper pour faire un long voyage. L'humanisation, c'est un long voyage. Sauf que, effectivement, ce voyage, pour l'instant, il pourrait se terminer dans le mur. Hein, voilà. Parce qu'on ne mesure pas toutes les transformations. On n'est pas assez attentif, si vous voulez, à ce qu'il faudrait, ou on n'a peut-être pas suffisamment le désir. Hein. C'est ça, c'est troublant. Est-ce qu'on a vraiment envie, collectivement, d'être des êtres de devenir hein, humain, d'être à la hauteur de cette proposition qu'a fait l'évolution. À un moment donné, on ne sait pas pourquoi, bon, une proposition qui est venue d'une espèce complètement, qui est censée avoir un destin complètement différent, une espèce qu'on a appelée l'homme, et qui est fondée sur l'idée que tout n'est pas donné, que l'homme doit se créer lui-même, il doit devenir un être humain. Hein, c'est-à-dire qu'il doit le devenir, et s'il ne le devient pas, s'il ne le choisit pas, ben, il disparaîtra. Oui, logiquement. Hein. Voilà, vous voyez, j'essaie de resituer. Alors la violence, c'est justement un nouveau thème que je vais introduire. Allez-y. J'hésite un peu à poser ma question, parce que si vous mettez 3 quarts d'heure pour répondre, on ne va pas du tout parler de la violence. Donc je la pose quand même. Mais... Allez-y. Non, je vais aller vite. D'ailleurs, je n'y répondrai pas comme ça. Je suis sûr de ne pas prendre trop de temps. Vous parliez de la violence. Non, c'était juste vous nous appelez à un effort d'humanisation. Oui. Bon, faisons un rêve, le peuple s'humanise. Mais moi, le problème que ça me pose, c'est par rapport aux classes dirigeantes qui concentrent tous les pouvoirs. Oui. J'ai l'impression que votre discours, c'est avant tout à eux qu'il va falloir le destiner. Parce que même si un peuple s'émancipait et devenait un peuple laocrate, oui. Voilà, qu'est-ce qui ferait que les élites qui ont tous les pouvoirs économiques, politiques entre leurs mains vont accepter, ils deviendraient eux-mêmes des laocrates? Sinon, comment on fait? Comment on devient un peuple fraternel? Moi, ce qui me dérange un petit peu, ça me paraît uniquement super intéressant sur le plan philosophique, mais sur le plan pratique, il y a un côté, négation un peu, je trouve, vous en avez parlé tout à l'heure, de la lutte des classes. Ce fameux rapport où des gens ont tout et d'autres n'ont rien que leurs bras, quoi. Oui, non, mais effectivement, bon, il n'y a pas de... mais si les gens, le peuple, hein, le Laos, hein, c'est-à-dire, nous, on est... Bon,
on commence à se représenter comme une force collective qui peut agir déjà à la base, d'une certaine façon, on va être dans des processus critiques de surveillance, on ne fera pas confiance, on ne va pas reconduire des gens, et on va à la base commencer à mettre en place des initiatives, ce qu'Edgar Morin appelle des rameaux déviants, c'est-à-dire des pratiques, si vous voulez, laocratiques, qui vont faire en sorte que, petit à petit, ces gens-là, on leur accorde. Et pourquoi ils sont là? Parce qu'on leur accorde encore notre confiance. On pense que ça ne peut pas être autrement. C'est ce que disait Edgar Morin. S'ils sont là, pas Edgar Morin, Tocqueville, s'ils sont là, c'est parce qu'on les désire, parce ils ne sont pas là, ils usurpent rien. Si on ne les élisait pas d'abord, si on faisait des ruptures, et si on pensait que le vrai pouvoir, il est dans des tas de petits collectifs, etc., on n'aurait pas besoin d'imaginer un espèce de pouvoir central auquel on s'en remet, etc. S'ils sont là, c'est parce qu'on est encore dans ce schéma-là, et on n'a pas... c'est à la base, c'est pas eux, évidemment, eux, ils partiront pas. Ou ils feront un autosuicide, comme ce que vient de faire Strauss-Kahn, c'est une forme de suicide, je sais pas, inconscient, mais oui, mais c'est rare, je doute que tous ils vont se suicider d'une façon ou d'une autre, c'est peu probable. Enfin, c'est intéressant de voir ce signal-là, si on approfondissait ce que ça veut dire. Bon, mais on va peut-être, ça va cheminer tout ça, parce que, on a du mal, mais effectivement, à part l'autosuicide, le suicide de ces gens-là qui vont, effectivement, s'écarter d'eux-mêmes d'une certaine façon, c'est le peuple, le Laos, qui prend conscience de sa force et qui remet en cause, si vous voulez, ses pratiques, qui refuse son assujettissement, sa soumission, et il y a quand même des signes intéressants dans la société civile de pratiques expérimentales. Il en existe un peu dans l'éducation, il en existe dans l'économie, autour de principes d'économie solidaire, un peu fraternel, où on partage, où on est plus dans la réflexion sur qu'on contribue et que l'économie n'est pas une fin en soi, mais que c'est un service qu'on peut se rendre les uns les autres. Ça. Il y a des idées qui font leur chemin, mais pour l'instant elles sont très fragiles, il y a des petits réseaux, mais on voit émerger, si vous voulez, des petites lucioles, comme dans le ciel, dans le grand ciel, dans la grande obscurité de notre civilisation déclinante. Alors, ce qu'il faut, c'est, je pense que c'est à chacun de prendre conscience et de ne pas attendre que ça vienne d'en haut. Ça ne viendra jamais. Si vous attendez que ce soit la classe politique de droite ou de gauche, c'est à peu près pareil. Ce sont des clercs, il n'y a pas beaucoup de différence. Apparemment, ils ont l'air de se disputer, mais sur le fond, ils sont d'accord. Mais ils sont d'accord pour autant que nous aussi, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on participe tous de cette même psyché. Lorsque, évidemment, Claude Guéant dit « Ah, on n'est plus chez nous, tout ça, oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Oui, mais il dit ça parce que, d'une certaine façon, c'est assez partagé. Le peuple se pense pas, justement, effectivement, beaucoup de gens pensent qu'on... Pas trop quand même, et posez-vous la question pour vous-même. Et lorsque Hortefeux dit ça va, mais dès qu'il y en a 2 ou 3, là, c'est fini, c'est plus possible. Voilà. Est-ce qu'on est aussi clair que ça Moi, je parle des Roms, puisque dans le Nord, je suis pas mal impliqué. C'est vrai que vous pouvez dire tous les progressistes, les démocrates, oui, mais quand même pas trop, etc. Pas tous les hommes. On n'est pas non plus très clair, mais parce qu'on n'est pas encore assez, évolué, on est encore dans des processus archaïques où on se fait peur les uns les autres, etc. On a des processus de rivalité et d'une certaine façon, on se sent menacé très facilement par les autres. Et ce qu'on appelle par exemple la lepénisation des esprits, c'est une belle formule de Robert Badinter, c'est que le Front National, c'est pas un parti, c'est une partie de nous-mêmes. C'est autre chose. C'est-à-dire qu'on a tous, nos esprits sont effectivement encore dans cette fragmentation, dans cette non-acceptation de tous les autres. Encore une fois, c'est tout. Si vous commencez à en enlever un, vous en enlevez 2, 3 et 4, c'est fini.
Hein. Rappelez-vous la phrase de Peggy, elle est impeccable. Hein. Parce que, voilà, hein, c'est une partie de nous-mêmes. Hein, voilà, nous avons au moins 30, 40 et bon, peut-être plus de Le Pen en nous. Mais oui, parce que, voilà, on n'est pas prêt, etc. Et c'est pour ça qu'actuellement, dans une société extrêmement fragmentée, en crise d'elle-même, en doute, bon, cette partie la plus archaïque remonte à la surface, hein, et que, d'une certaine façon, voilà, ça réveille. Mais alors, comment ça va changer? C'est parce que c'est nous qui pourrons faire en sorte que, oui, hein, on acceptera de faire ce travail sur nous-mêmes pour nous dé-lepeniser. Hein. Encore une fois, Le Pen, c'est un signifiant, c'est une marque, hein, c'est une façon d'être psychique. Hein. Bon, si c'est pas Le Pen, ça serait le Guéant. C'est pas des personnes, à la limite, peu importe. Que ce soit eux, si c'était pas lui, ça serait son frère, ça serait un autre. Ça revient au même. Hein. C'est le signifiant Le Pen, le signifiant Guéant, le signifiant Hortefeux et le signifiant nous-mêmes. Hein. Parce que nous, on n'est pas encore suffisamment, si vous voulez, dans cette force, cette certitude et ce désir, cette conviction d'avoir à assumer notre humanisation. Hein. Voilà. Hein. Comme le disait quelqu'un, il ne suffit pas d'être né, encore faut-il avoir un chemin d'humanité. Hein. On est né, d'accord, ouais, mais on est hominisé, mais on n'est pas humanisé, c'est pas la même chose. Hein, ouais. Donc, est-ce qu'on en a vraiment le désir, ce désir d'humanité, hein, pour fonder le pacte social, et cette capacité, le pacte social qu'on a appelé le pacte pour vivre ensemble, tous ensemble, hein, ça avait été dit dès le XVIIe siècle par des théoriciens des droits naturalisés, c'était fondé sur ce qu'il avait appelé, moi j'aime bien cette formule, affectio societatis, hein, c'est-à-dire avoir un désir d'être ensemble, une affection, une affectuosité. Hein. Est-ce qu'on a une affectuosité les uns par rapport aux autres? Hein. Voilà, peut-être pour quelques-uns, mais à un moment donné, hop, on dit ça suffit. Hein. 1 ça va, 2 c'est trop. Hein. Les hommes, mais tous, c'est plus difficile à intégrer parce que voilà, on n'en est pas encore à ce point-là, mais parce que ça fait que 3000 ans que ces questions se posent, hein, 3-4 000 ans. Hein. C'est peu, hein, si vous voulez, c'est une proposition où les hommes commencent à s'être posés de façon réflexive, hein, cette conscience, comment on va vivre ensemble, qui est l'autre, est-ce que c'est un frère, un ennemi, etc. Les questions sont posées, mais n'ont pas encore de réponse, parce qu'on n'est pas prêt à les prendre en charge, à les assumer, vraiment à les faire avancer. Et on pourrait dire que depuis 4000 ans, on n'a pas beaucoup, 3000 ans, on n'a pas beaucoup avancé. Hein. Et depuis le néolithique, hein, 5-6 000 ans, depuis 3000 ans, on se pose ces questions, des mots sont avancés, hein, ce que j'avais dit la dernière fois, des mots qui savent de nous ce que nous ignorons d'eux. Hein, hein. Le mot fraternité, le mot laïcité, le mot éducation, c'est de nous, hein, c'est des propositions, mais nous ignorons ce que ces mots encore veulent nous dire. Hein. Donc il faut apprendre à savoir ce que ces mots-là sont les mots fondamentaux. Hein. En dehors de ça, on n'a pas vraiment d'avenir. Hein. Donc voilà, on a à s'éveiller à ça, mais est-ce qu'on a cette affection, là, ce désir, hein. Si on n'a pas ce désir, comment de vivre tous ensemble, hein, selon les processus de la fraternisation universelle de tous les hommes, etc., donc d'un peuple qui s'éduque, qui se fasse des propositions d'éducation, hein, et donc j'introduirai là-dessus, qui nous permettent d'entrer dans des processus où la violence, si vous voulez, puisque la violence c'est la négation de la fraternité et de l'humanité. Un des textes que je vous ai proposé là ce soir, ça s'appelle La violence ou l'humanité suspendue, c'est un texte que j'avais écrit. Bon, alors j'entre dans la question de la violence, si vous voulez bien, hein, puisque effectivement la violence nous questionne, hein, sur notre difficulté, hein, de vivre selon des processus qui seraient des processus non violents, c'est-à-dire des processus d'humanisation, hein, où on se rapporterait les uns et les autres, non pas, si vous voulez, avec
ruptures, enfin des violences, c'est-à-dire une atteinte à l'intégrité physique, psychologique, morale des autres, hein, c'est-à-dire pour les affaiblir, hein, mais voilà, la violence, si vous voulez, est un bon miroir qui nous est tendu pour nous interroger sur la difficulté que nous avons à être des êtres humains. Hein. Donc, si vous voulez, la violence, voilà, si je fais le lien avec la fraternité, Caïn tue Abel, oui, il le tue, donc il est violent, hein, au lieu de le penser comme son frère, hein, mais un frère humain, hein, il le tue parce que, voilà, il ne sait pas que c'est son frère. Hein. Rappelez-vous la Bible, hein, qu'as-tu fait de ton frère? La conscience qui parle, qu'as-tu fait de ton frère? Et il répond, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il joue au con, à l'idiot? Je ne sais pas. Si, il sait que c'est pas clair, mais en même temps, c'est vrai qu'il ne sait pas que c'était son frère. Il pensait que c'était, c'est l'autre qu'on a le même père et la même mère. Hein, suis-je le gardien de mon frère? Il commence, si vous voulez, il s'empare de, tiens, c'était mon frère, mais non, c'était un frère de sang, mais un frère de sang, hein, c'est pas un frère humain, hein, c'est la frérité, hein, c'est la fratrie, mais frère de sang ne prouve pas qu'on est des frères humains. Hein, voilà. Et c'est pour ça qu'il le tue, parce que voilà, il ne savait pas que c'était son frère. Il dit je ne sais pas. Et il faut le prendre à la fois. Bon, il est gêné, mais en même temps, c'est vrai qu'il ne sait pas. On ne lui a pas dit. Et Adam et Ève ont manqué à tous leurs devoirs. Hein, ils ne lui ont pas appris que c'était un frère. Alors pourquoi? Bon, là-dessus, il y aurait 3 heures de réflexion anthropologique pour voir pourquoi et comment Adam et Ève n'ont pas fait leur boulot, hein, et que effectivement, on n'a pas appris à Caïn qu'il avait un frère qui s'appelait Abel. Donc il ne savait pas. Mais la grande voix, il faut prendre Yahweh comme une conscience humaine, elle dit oui, mais c'était ton frère. Ah, je ne sais pas, mais. Et il reprend et il s'empare. Suis-je le gardien de mon frère? Il s'interroge sur lui-même, et pour la première fois, si vous voulez, quelque part, voilà, il va s'interroger sur. Et si il arrive à penser son frère, mais tous les autres êtres humains, d'une certaine façon, parce que la fraternité, c'est pas la fraternité de sang, ça, c'est pas la fraternité, parce que c'est aussi bien des frères ennemis. Hein. Bon, on sait bien que la famille, c'est le dernier lieu où on peut faire de la fraternité. C'est plus compliqué. Hein. Bon, c'est pour ça que Jésus-Christ dit tu haïras ton père, ta mère, il fait éclater la famille, parce qu'il dit la famille c'est vraiment l'obstacle des obstacles à la fraternité. Il oppose la fraternité d'esprit, hein, à la fraternité de sang. Hein. L'esprit de fraternité qu'on retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, laïque, etc. Les gens signent l'esprit. Hein. Nous sommes nés en esprit, nous sommes des êtres conscients, c'est-à-dire que ce qui nous humanisera, c'est l'esprit. Hein, c'est-à-dire la conscience et la raison. Hein. Encore une fois, la Déclaration universelle dit nous sommes doués de conscience et de raison. Hein, et si on ne s'appuie pas sur ça là-dessus, qui sont nos forces pour devenir des êtres humains, ce sont nos arrois. Hein, nous arroyer de quoi? De conscience et de raison pour l'esprit de fraternité. Si on ne s'empare pas de ça, on n'a aucune chance d'être des êtres humains, donc on va continuer dans la violence. Hein, on continuera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne sur le champ de bataille. Hein. Voilà, il y a plusieurs façons de s'exterminer. Hein. Alors moi, si vous voulez, ce que je me proposais, c'est de prendre un biais, parler de la violence. Parce que sur la violence, oui, il faudrait faire un cycle. Hein. C'est un sujet très vaste, hein, sur les origines de la violence, les sources, pourquoi nous sommes violents, s'interroger sur la peur, sur l'angoisse. Il y a toute une réflexion à construire. Il faudrait moi, ce que je voulais, c'est prendre comme ça, une espèce de faire un zoom sur quelque chose qui est très intéressant pour nous apprendre un petit peu pour nous faire réfléchir sur la violence, hein, à partir de ce qu'on appelle, et ça, vous en entendez parler tout le temps, la violence à l'école, la violence scolaire, violence à l'école, hein, tout le temps, on est alimenté par cette ancienne qu'il y a de la violence à l'école et qu'on n'arrive plus à éduquer, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut nous informer et nous renseigner sur cette question de la violence, qui revient de façon récurrente, hein, souvent de façon justement qui
qui est difficile pour comprendre ce que c'est que la violence. Hein. Et en particulier, la violence à l'école, ça nous renseigne bien et ça nous renvoie à la question de l'éducation. Hein, pourquoi on n'arrive pas à éduquer, pourquoi l'éducation telle qu'on la pratique développe la violence, pourquoi ça n'aboutit pas, parce que effectivement si la violence tend à gagner et à se répandre et à suspendre l'acte d'éducation, on n'est plus dans l'éducation, hein, on est dans la contre-éducation, la non-éducation, etc. Donc ça réinterroge aussi l'idée d'éducation et notre responsabilité, nous d'adultes, par rapport à l'éducation et la violence. Hein, parce que de quelle violence s'agit-il, hein? Il faudrait s'entendre. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est d'autant essayer de comprendre. Hein. L'idée, c'est de comprendre la violence. Hein. Alors, comprendre, oui, c'est parce qu'on en parle beaucoup et souvent avec émotion. Hein. La violence, c'est très médiatisé. Voilà. Et puis on s'accuse, hein, les jeunes sont violents, il y a leur famille, etc. Il y a plus, on n'arrive plus à les tenir, à les contraindre, etc. Donc on est dans les processus d'accusation. Vous allez voir, beaucoup de jeunes disent que l'école est violente à leur égard, etc. Donc on ne sait plus, on est dans une espèce d'émotionnalité. Et tout ça, c'est souvent monté en épingle par les journaux. Encore un enfant qui a tué, qui a agressé son professeur, ou qui a le feu. Maintenant, des enfants de maternelle mettent le feu à leur école. Ou est-ce que. On a des processus de sidération. Hein, on ne comprend pas. Hein, et justement, ce qu'il faut, c'est comprendre. Hein, et comprendre, si vous voulez, c'est pas non plus. Comprendre, c'est pas donner raison à l'un ou à l'autre. Comprendre, hein, c'est pas. Comprendre, c'est pas excuser, c'est pas chercher des. Ça, c'est vraiment se poser la question d'être des êtres conscients. Hein, conscients, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, de quoi cette violence est-elle le signe, le symptôme, qu'est-ce qu'elle nous dit de nous-mêmes, qu'est-ce qu'elle nous dit de nos sociétés actuellement, qu'est-ce qu'elle nous dit de notre extrême difficulté d'entrer dans des processus d'éducation, c'est-à-dire d'humanisation, car encore une fois, la violence suspend complètement le processus d'humanisation. Dès le moment où vous tuez quelqu'un, ce qui est l'extrême, et dès le moment où vous êtes dans des positions d'agression physique, morale, et de domination, de position de pouvoir, pour user de votre pouvoir, hein, pour détruire l'autre, ou la menuiser, l'amoindrir, etc., on n'est plus dans l'humanisation. Hein. Ça me paraît quand même simple à comprendre. Personne ne pensera que la violence est ce qu'il faut et que c'est à travers la violence qu'on va devenir plus grand, etc. Hein. On voit bien que... Mais comprendre, hein, qu'est-ce qui se passe. Alors, je vais essayer de faire une approche là-dessus, et ensuite, comment on peut éventuellement, quels enseignements on peut en tirer pour justement détruire, travailler sur notre psyché qui est extrêmement orientée sur la violence. C'est vrai que l'homme, l'humain est un être violent. Hein, et au risque de vous surprendre, il n'y a que les hommes qui sont violents. On dit les animaux sont violents, mais ça n'a aucun sens. Les animaux ne sont pas violents. Hein. Ça n'a aucun sens. C'est pas que c'est vrai ou c'est faux, ça n'a pas de sens. Hein. Et sont violents, la violence existe, que pour autant qu'on se pose la question d'être violent ou pas. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on a 3000, 4000 ans, on commence à poser la question de la fraternité, c'est-à-dire comme antidote au meurtre, hein, c'est qu'on distingue, on a une autre idée de l'humanisation, c'est-à-dire qu'on dit il y a violent par rapport à une idée qu'on se fait, les rapports pourraient être autrement, c'est-à-dire qu'on distingue violence et non-violence, c'est-à-dire deux types de rapports, de relations entre les hommes, et c'est à partir du moment où on a fait un saut de côté sur la violence, hein, qu'on pense que voilà, la violence c'est quelque chose qui est un processus de non-humanisation, que la violence se pose. Donc il n'y a que quand le mot violence a été prononcé que la violence a existé. Avant, ça n'existait pas. Même chez les hommes, les hommes, ils se tuaient peut-être, mais il n'y avait pas un problème particulier. Hein, voilà, c'était des êtres sociaux, mais la question de l'humanisation de l'homme ne se posait pas encore. Elle ne se pose réellement que depuis 3500 ans, 4000 ans, quand les mots ont été prononcés. Et je m'excuse, mais les animaux ne sont pas violents. Ils ne se posent pas la question. Vous surprendriez un loup si vous lui disiez qu'il est violent. Hein, il dit, mais qu'est-ce qu'ils vont chercher, c'est ça. Et lorsqu'on dit l'homme est un loup pour l'homme, c'est une absurdité.
Le loup n'est pas violent, etc. Il a des processus qui sont guidés par son code biologique, son instinct. Il tue des gazelles pour manger, etc. Alors on dit c'est terrible, il la serre à la gorge, il est violent, etc. Non, il n'est pas violent, les animaux ne sont pas violents. Concentrons-nous sur notre violence à nous, et perdons pas de temps à savoir si les animaux sont violents ou non. C'est ni vrai ni faux, ça n'a aucun sens. C'est tout, ça n'a pas de sens que de dire que les animaux sont violents. Voilà. Donc, c'est le propre de l'homme. L'homme est habité par quelque chose qu'il a découvert à un moment donné, qui est violence, et sur lequel il va être amené à réfléchir, parce que la violence est posée non pas comme si vous voulez, comme un satisfecit, mais comme quelque chose qui nous pose question. C'est-à-dire, les commandements, tu ne tueras point. Ce qui nous contribue à nous imaginer, c'est l'interdiction du meurtre et si vous voulez, par extension des violences. C'est-à-dire que faire violence, c'est entamer, gommer le processus d'humanisation, le suspendre, l'interdire, et peut-être si c'est la violence, si vous voulez, toutes les formes de violence qui continuent à se développer, etc., peut-être qu'on va aussi bien contre les autres, contre l'environnement, etc., si on est des prédateurs, etc., peut-être qu'effectivement, à un moment donné, on ne pourra plus être des êtres humains parce on ne pourra plus stopper l'hémorragie, la démesure, etc. Et le XXe siècle a été le siècle de toutes les violences. Et le XXIe siècle, comme on n'a pas changé fondamentalement nos processus, notre réflexivité sur nous-mêmes, et nous poser mondialement, collectivement, la question d'être habité par une psyché et un ethos, c'est-à-dire une manière d'être, de penser et de vivre ensemble non violent, il n'y a pas de débat que je sache dans nos sociétés sur ces questions-là. Donc si on ne devient pas des êtres conscients, réflexifs, la conscience c'est se dédoubler, c'est dire voilà comment je suis, comment je fonctionne, est-ce que c'est ça que je veux, comment on pourrait vivre autrement, etc. C'est toutes ces questions. Comme on ne se les pose pas, il n'y a aucune raison que la violence ne continue pas. Dans cette démesure qu'avaient déjà vu les Grecs, l'hybris, la démesure, c'est-à-dire il n'y a plus de limite, à un moment donné. Voilà, il est conscient de on est entré dans des sociétés d'une certaine façon qui ont aboli toutes les limites, toutes les formes de transcendance religieuse. On a peut-être bien fait, mais il faut peut-être mettre quelque chose à la place, parce qu'au moins il y avait des bornes à ne pas dépasser, mais là il n'y a plus rien qui nous aide à faire humanité, et la violence, si vous voulez, tend à occuper le terrain, et c'est ça qu'on n'arrive pas à endiguer. Bon, alors, mon approche sera un point de vue, ce que je vais appeler anthropologique, une réflexion sur parce que ça nous invite à réfléchir sur qui nous sommes, nous les hommes, les êtres humains. Être humain, c'est anthropos, en fait. Anthropos, je vous dirai tout à l'heure ce que ça veut dire, anthropologie, etc. Voilà, nous sommes des anthropos, mais qui sommes-nous pour que nous soyons habités par cette violence, c'est-à-dire cette propension à agresser les autres, au nom de quoi, pourquoi nous sommes habités par ces peurs qui nous font que, voilà, on va supprimer les autres, on va se méfier d'eux. Alors, il y a plusieurs formes de violence. Il y a des violences, physiques, de tuer, un meurtre, mais il y a des violences physiques, des agressions, mais il y a des violences psychiques, il y a des mots qui tuent. Il y a l'indifférence aux autres, c'était une forme de violence, ne pas les reconnaître, pas reconnaître quelqu'un pour ce qu'il est, c'est-à-dire un être humain qui doit avoir les mêmes droits, donc la même reconnaissance, etc. C'est peut-être une violence qu'on fait, justement. Peut-être que notre cadre dominant-dominé, classe dominante, etc., c'est peut-être violent, de dire que les autres sont inférieurs, etc. Vous voyez ? Bon, toute cette zone-là, qui sommes-nous pour que nous fonctionnons comme ça ? Pourquoi cette propension à fonctionner comme ça ? Ça devrait nous étonner, nous amener à réfléchir, et pas dire, l'idée c'est que l'homme est un être violent, l'homme est un loup pour l'homme, donc on est violent, on continuera à être violent, on prend son parti, on va essayer de faire d'aménager un petit peu les choses comme ça, mais bon. Alors, la scène éducative est intéressante pour réfléchir à ça, parce que qu'est-ce qui
qu'est-ce qui apparaît si on prend l'institution, école, donc l'éducation, hein, c'est que la violence, par une espèce de réflexe, ou justement de manque de réflexion, hein, quelles que soient les formes de cette violence, et le flou même que nous désignons par ces violences, sont tenues pour des violences d'enfants. C'est les enfants, les élèves ou les jeunes qui sont violents. Lorsqu'on parle des violences scolaires, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça va de soi que c'est les jeunes qui sont violents. Hein. Il ne viendrait pas à l'idée de penser que c'est les enseignants, l'institution qui est violente. Hein. Il y a une espèce de... Quand on parle de la violence scolaire, il va de soi qu'on parle de la violence des jeunes, des enfants qui sont violents, incivils, ou qui... Alors, violence entre eux, hein, violence vis-à-vis de personnes physiques, violence vis-à-vis de l'institution, hein, brûler une institution, ne pas respecter ses règles, etc. Hein. Donc, c'est être dans une position d'agression, etc. Mais on pense tout de suite aux jeunes. Hein. Donc, si vous voulez, il y a une première façon de traiter le problème de la violence et peut-être de ne pas entrer dans la profondeur d'une compréhension plus fine, hein, c'est de l'attribuer à une classe d'âge hein, qui en aurait le monopole en quelque sorte, ou la responsabilité. Bien sûr, on va dire, bien sûr, si un enseignant frappe un enfant, on dira, l'enseignant était violent, mais ça ne changera pas. Hein. C'est une exception, il a pété un plomb, etc. Mais là, la violence à l'école, il est bien acquis que on parle toujours de la violence des jeunes. Hein. Donc c'est une catégorie, si vous voulez, qui est assimilée à travers tous les processus, ce qu'on appelle l'incivilité, c'est-à-dire les ruptures des règles d'usage, hein, jusqu'à la délinquance, des délits. Hein. Il y a toute une catégorie comme ça qui est perçue, les jeunes, comme étant violents. Hein. Et ça donnait, si vous voulez, cette espèce d'idée que cette violence multiforme, hein, dès lors qu'on est dans la classe et dans l'école, il y a ensuite des mots qui tendent à désigner, hein, rappelez-vous, chevènement, c'était les sauvageons, hein, les sauvages, des gens violents, pas humanisés, quoi, etc. Hein, Nicolas Sarkozy, c'est la racaille, hein, c'est de la racaille, alors c'est pas tous les jeunes, hein, bien sûr, mais c'est quand même, lorsqu'on parle de la violence à l'école, c'est quand même des catégories. Dans les années 50, on parlait des crapules. Hein. Les mots varient, mais d'une certaine façon, on a l'impression qu'il y a une espèce de classe. Hein, c'est une classe d'âge dangereuse. Comme on parlait au 19e siècle des classes dangereuses, c'était les ouvriers. Là, il y a une classe d'âge dangereuse dont témoignerait l'école, hein, qui serait les jeunes. Mais alors, si on réfléchit sur la question, on voit bien que ça réactive... je parlais de anthropos, hein, qui est l'homme, un mécanisme, si vous voulez, archaïque mais ultra classique, qui est le bouc émissaire. Hein. On cherche des boucs émissaires, on cherche des gens qui sont désignés comme des ennemis, comme des gens dangereux, etc., pour d'une certaine façon les catégoriser et les rejeter, hein, ou essayer de les contrôler, de les arraisonner. Hein. Mais c'est une classe d'âge dangereuse, hein, qui témoigne de ce vieux mécanisme archaïque, mais qui est au fondement justement des violences entre les hommes. On cherche toujours des boucs émissaires qui vont être les victimes désignées, hein, qui vont expier d'une certaine façon quelque chose, et qui vont justifier que on a bien raison de se débarrasser d'eux, ou de les contrôler, ou de les inférioriser, ou de les ghettoiser, etc., hein, pour que nous disculpions peut-être de notre responsabilité. C'est-à-dire que voilà, ce que devrait, si on réfléchissait de façon intelligente, hein, encore une fois, comprendre, c'est-à-dire saisir ce qui se passe dans la réalité, hein, il faudrait quand même, hein, si on prend la scène éducative, se poser la question, hein, que la violence, hein, ça se passe dans une relation. Hein, c'est-à-dire que la violence, à supposer que les jeunes soient violents, hein, c'est une violence qui est adressée à quelqu'un. Hein, c'est une façon d'être, mais vis-à-vis de quelqu'un, dans une situation. Hein, et il est exceptionnel, et pour jusqu'à maintenant très, très, très peu
courant d'entendre quelqu'un, un enseignant ou les responsables politiques, suspendre leur jugement pour admettre que la violence, c'est ce qui s'exprime dans une relation. Hein, et qu'il faudrait s'interroger sur le fonctionnement de cette relation. Ce qui est peut-être violent, c'est la relation. Hein, c'est pas le jeune, mais c'est dans une situation, effectivement, il y a de la violence. Mais d'où vient la violence, hein? Il faudrait, si vous voulez, se poser au moins honnêtement cette question que la violence, je ne suis peut-être pas étranger à la violence dans la mesure où la relation éducative, enseignante, dans l'école, hein, etc., ou la relation institutionnelle, hein, c'est peut-être quelque chose qui marche mal, qui dysfonctionne, et je suis dans la relation. Mais quand on a dit les jeunes sont violents, c'est comme si on n'était pas dedans, hein, on était spectateur, on s'exclut du problème, on s'exclut de la relation. On dit, voilà, on est des contemplateurs affligés, désolés, vitupérants, etc., de quelque chose qui nous est extérieur. Hein. Donc on est dans la plainte, dans l'espèce d'acrimonie contre les jeunes, et que la violence, c'est, d'une certaine façon, eux qui en sont les responsables, les porteurs, eux et par extension leur milieu, hein, puisque on voit bien que ce sont des jeunes, hein, je parle toujours là dans ce peuple qui n'est pas un peuple mais qui est des conflits entre des castes ou des classes, etc. On voit bien que c'est les jeunes des classes populaires, hein, ou des immigrés qui sont en général concernés par cette violence, hein, et on doit d'une certaine façon, ça renvoie à un milieu social qui est lui-même dangereux, hein, de même que les immigrés sont dangereux, donc leurs fils sont dangereux, les classes populaires sont incertaines, dangereuses, elles revendiquent, ils voudraient avoir les mêmes droits que tous les autres, etc. Qu'est-ce que c'est que ça, etc. Et bon. Et par rapport à ça, on a une question qui devrait se poser, c'est d'examiner, si on était des anthropos un peu lucides, un peu conscients, qu'est-ce qui se passe, comment fonctionne la relation, si ça ne va pas. Bien sûr, il y a les jeunes, mais il y a nous aussi. Hein, donc, examiner le système de la relation, hein, pour en avoir une vue compréhensive et non pas une vue, si vous voulez, guerrière. Hein, parce que derrière le problème de la violence à l'école, j'en parlerai peut-être un peu. Il y a eu, vous avez observé que le système éducatif français, donc la politique, puisque c'est régi par une politique de l'éducation nationale, donc c'est les gens qui nous dirigent, les clercs politiques, là, ils ont une réaction qui est de lutter contre la violence à l'école. Et c'est des plans anti-violence à l'école, hein, j'en parlerai tout à l'heure, mais pourquoi ils ne marchent pas? Oui, ils ne marchent pas parce qu'effectivement, le problème n'est pas là, hein, donc ça ne peut pas. Bon. Donc on fait des plans, des rataplans, des rantaplans, et ça ne change rien, au contraire. Je relisais un article dans Le Monde de l'éducation, qui n'existe plus maintenant, hein, et le titre c'était « L'inévitable montée de la violence » en 2004. Oui, forcément, la violence ne peut que monter, parce qu'on n'a pas compris pourquoi il y avait de la violence. Hein. Donc, comme on veut agir sur les effets, non pas sur les causes, hein, l'inévitable, effectivement, hein, la violence ne peut que se développer parce que, justement, on est dans un processus, non pas de compréhension, mais de lutte. Hein. C'est une partie du peuple qui lutte contre l'autre. Hein. On n'est pas dans le Laos, on est dans le Démos, hein, etc. Hein. Donc, au lieu d'examiner le 1, on est dans la... Ça m'avait très frappé en 1998 de voir que Claude Allègre, qui était ministre, hein, avait fait... la prise de conscience des phénomènes de violence, ça débute... c'est dans les années 80, etc. Donc, le lien social commence à se disloquer, les problèmes des inégalités, des tensions, des exclusions, la montée de la pauvreté, et tout ça, dans ce climat-là. Il y a un des effets de ça, c'est les phénomènes de violence. Hein. Mais à partir des années 90, il y a une prise de conscience que la violence est entrée dans la classe, etc. Et il y a ces fameux plans anti-violence. Hein. Il y en a une multitude. Hein. Mais qui n'ont aucun effet, évidemment. Et ce qui m'avait frappé en 1998, c'est Claude Allègre, étant ministre de gauche, de gauche ou de droite, c'est la même politique, donc il n'y a pas de... c'est les mots qu'on emploie, mais
à part ça ne change rien. Il avait fait un plan qu'il avait appelé de mobilisation générale contre un plan, vous voyez, c'était... Alors moi je l'ai lu, c'était 20 pages, c'est très guerrier, voilà, on est attaqué, il faut se défendre, hein, il faut se mobiliser contre les enfants violents, et derrière c'est leur famille, le peuple, etc. Voilà, donc une espèce de déclaration de guerre, de la mobilisation générale, c'était les termes qui étaient employés, on se mobilise contre les jeunes. C'est un terme de guerre, hein. Donc voilà, hein, donc, ça rigole pas, hein. Bon, alors, si on voulait justement comprendre, il faudrait se poser la question, mais qu'on ne se pose pas, c'est-à-dire regarder le système relationnel, hein, et consentir, si on est des êtres conscients, intelligents, doués de raison, c'est-à-dire garder raison, et écouter, la raison c'est l'échange, le dialogue, les arguments, il faudrait entendre celui qu'on appelle le violent, hein, même pas pour si vous voulez, même pas pour pour sa défense, mais pour ce qu'il a à dire, lui, de la relation et de la violence, hein. C'est-à-dire qu'il a peut-être un avis, lui aussi, il a peut-être des paroles, hein. Et cette surdité, cette non-acceptation d'entendre ce que dit le jeune, hein, dans la relation, c'est peut-être là, déjà, vous voyez, une violence, une première violence. Il y a un philosophe, Éric Veil, bon, peu importe, qui disait « Il y a violence dès lors que je ne fais pas participer l'autre à l'élaboration de mon propre discours. » Et si je ne fais pas participer, si j'écoute pas l'autre, hein, dans mon discours que j'élabore, je dis voilà, c'est-à-dire que j'impose mon discours à l'autre, je ne l'écoute pas. Hein, il n'existe pas, hein, je ne suis pas ouvert, vous voyez, à l'autre, à l'altérité. Hein. Ça rappelle la fraternité, ça, être ouvert à l'autre, à l'altérité, donc être dans un processus d'écoute. Dès lors que je ne l'écoute pas, c'est une violence que je lui fais. Hein. C'est-à-dire que tu n'as rien à dire. Hein. Tu es un mineur, un enfant. D'ailleurs, le mot enfant est intéressant, hein, puisque enfant, ça veut dire infans en latin qui ne parle pas. In, c'est privé de, fans, c'est la parole. Hein. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est quelqu'un qui est privé de parole, qui ne parle pas en sens qu'il n'a pas droit à la parole. C'est-à-dire ce qu'il a à dire ne nous intéresse pas. Hein. C'est-à-dire qu'on lui impose notre discours, on ne l'écoute pas, il n'a rien à dire. Hein. Et c'est nous qui définissons ce qu'est la violence, ce qu'est sa violence, etc. Là, est-ce que c'est pas une violence? De pas, vous voyez, je répète, dès lors que je ne fais pas participer l'autre à l'élaboration de mon discours, vous voyez, c'est moi, hein, je suis autiste d'une certaine façon. Hein. C'est-à-dire que mon discours, je l'élabore avec quelques-uns et je pense comme je pense, etc. Hein, et c'est tout à fait, d'ailleurs, je vous rappelle, hein, un mot sur lequel j'ai fait un petit sort, c'est l'idiotie. Un idiot, c'est celui qui pense comme lui, qui n'est pas ouvert à l'altérité. Hein. Voilà. Être idiot, hein, c'est ne pas être ouvert à l'autre, c'est d'adhérer à soi-même. Hein, je pense comme moi, hein, voilà, et je suis dans mon autisme ou dans ma schizophrénie personnelle, et l'autre n'a rien à dire. Et comment voulez-vous construire une société si vous en êtes dans l'opposition à l'autre? Vous voyez, ça, c'est une violence, c'est une suspension d'humanité. Et cette violence, elle ne vient pas des enfants, des jeunes. Hein. Peut-être qu'eux ne demanderaient pas mieux qu'à s'exprimer, à parler, à dire des choses, hein. Mais est-ce qu'on aurait envie de les entendre? Moi, je me souviens que, toujours en 1998, lorsque Claude Allègre, toujours lui, bon, pas que lui, hein, bon, mais bon, lui aussi, Claude Allègre, c'était pas lui, ce serait un autre, bon, peu importe, c'est lui. Mais il avait fait il y avait à l'époque Philippe Mérieux, vous avez tous entendu parler du fameux Philippe Mérieux, hein, qui, bon, voilà, intéressant d'ailleurs, hein, maintenant qui est conseiller, vice-président du conseil régional de Rhône-Alpes, hein, mais qui continue à enseigner, bon, esprit, hein, bon, il avait été, bon, il a eu la faiblesse de se laisser être conseiller de Claude Allègre, mais quand même, je dis la faiblesse parce qu'il a arrêté, après il a dit, oui, bon, bah, voilà, j'étais encore, bon, on y voit l'erreur. Et il avait quand même organisé une consultation nationale sur les lycées, mais il l'avait bien organisé, c'est-à-dire il avait demandé aux lycéens, ça avait été bien fait parce que c'est un gars, bon, très, bon, il a vraiment voulu jouer le jeu, hein, de la consultation nationale à travers
des groupes d'élèves qui s'exprimaient, etc., qui avaient rédigé un petit peu qu'est-ce qu'ils pensaient de l'éducation, de l'école, du lycée, etc., pour les écouter. Hein. Bon, il avait vraiment mené ça là. Et ce qui était ressorti à l'époque, et ce qui avait sidéré, je me souviens, elle a fait la une du Monde, tout ça, c'est que ce qu'avaient mis en avant les lycéens, c'était les lycées, hein, c'était pas collège ou école primaire, c'est que on leur manquait, la première chose, c'est que les enseignants leur manquaient de respect. Hein, on ne les respectait pas. Hein, c'est-à-dire qu'on ne les écoutait pas, on ne les respectait pas, on les considérait dans des rapports de domination, etc. Ils n'étaient pas respectés. Et ne pas respecter quelqu'un, c'est sans doute là une violence, hein, manque de respect à quelqu'un. Hein. C'est pas forcément lui donner des baffes ou des coups de pied au derrière physiquement, mais c'est, voilà, on ne t'écoute pas, hein, c'est j'élabore mon discours, j'élabore ma proposition éducative, sans que tu aies un mot à dire, hein, etc. Et là aussi, vous voyez, c'est... les enseignants disent, mais non, moi je respecte. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire respecter pour eux? Oui, mais voilà, les jeunes disaient qu'ils n'étaient pas respectés. Ben, peut-être qu'ils avaient... Bon, mais c'est fini. On est passé, évidemment, quand on fait des trucs comme ça, dans le tiroir, tout ça n'a rien changé. Mais voilà une parole qui était... Bon, qu'on aurait dû entendre. Et d'autant plus entendre que, voilà aussi une autre violence, hein, c'est que, figurez-vous, mais ça vous le savez, que depuis 1989, il y a une convention internationale des droits de l'enfant. D'accord? Vous savez, hein, convention internationale, donc au niveau de l'ONU, hein, droits de l'enfant, hein, qui est un texte très nouveau. Enfin, il y avait déjà eu des textes comme ça, mais là, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Hein, c'est que pour la première fois, la convention des droits de l'enfant, donc au niveau international, d'ailleurs, une convention, c'est un... Alors, d'abord, je vais dire qu'une convention, hein, c'est un texte, si vous voulez, à la différence d'une déclaration, la déclaration des droits de l'homme, ça n'a pas une valeur contraignante pour les États signataires. D'accord? Ça n'a pas une valeur contraignante. Tandis qu'une convention, dans une convention, c'est un point juridique, mais ça a son importance. Hein, lorsqu'on la signe, ça contraint le droit national. C'est-à-dire que le droit international est supérieur au droit national. Hein, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'une fois on ne signe pas une convention, on la ratifie, ça veut dire qu'on doit mettre notre droit interne en conformité avec le droit international. Autrement, on ne signe pas. Ben, les États-Unis, ils ne sont pas fous, ils n'ont pas signé la convention parce que bon, ça ne les intéressait pas que les enfants aient des droits. Ben, oui, ils étaient logiques, ils n'ont pas signé. Hein, bon, voilà, ils ont dit, oh, là, ça va être un calvaire si les enfants ont des droits, tout ça. Alors, les enfants noirs vont avoir des droits, les enfants espagnols, tout ça. Bon, voilà. Donc, mais la France a ratifié comme d'autres pays. Mais, donc ça suppose que c'est un engagement de l'État. Et qu'est-ce que disait cette convention? Il y avait quelque chose qui a échappé à l'époque, hein, c'était de donner aux enfants, non pas des droits de protection, ben, effectivement les enfants. Alors, en droit de l'enfant, ça s'entend dans le sens de la convention de 0 à 18 ans. Hein. Bon, nous on dirait les enfants, les jeunes, etc. Mais bon, les enfants, bon, c'est 0 à 18 ans, c'est comme ça dans la terminologie internationale, onusienne en tous les cas. Hein. Et il y a des droits qui sont des droits nouveaux, hein, qui sont des droits, si vous voulez, de vrais droits, ce qu'on appelle des droits libertés, c'est-à-dire que le jeune est perçu comme ayant des droits civils, hein, des droits à part entière, des droits libertés, des droits civils sujets. C'est-à-dire qu'au fond, il a ses droits, et donc il est posé comme un sujet dans la société civile, il n'y a pas les droits politiques, les droits civils, qui s'énoncent, qui sont les articles 12 à 17, le droit d'expression, hein, par la liberté d'expression, donc un droit, hein, parce que si vous avez une liberté et si vous n'avez pas de droit derrière, ça ne sert à rien. La liberté de penser, donc le droit de penser par lui-même, donc d'émettre des avis. La liberté d'association, donc de créer des associations. Évidemment, quand c'est un enfant de 10 ans, 12 ans, c'est sous couvert de l'adulte, mais il peut créer. Et la liberté de réunion, de se réunir. Bon, vous voyez, ces droits-là, hein, posent l'enfant. C'est extrêmement progressif, c'est toute une révolution culturelle, mentale. Hein. Et si vous voulez, si on voyait derrière qui y a derrière, hein, c'est l'initiative de la Pologne, et en honneur à un grand éducateur pédagogue qui s'appelait Janusz Korczak. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, mais c'est vraiment quelqu'un qui a été, qui était un médecin
je rappelle quand même, parce que ça vaut la peine d'être dessus, un médecin qui avait, entre autres, travaillé des enfants, notamment exclus, pauvres, dans le malheur, et beaucoup d'enfants juifs, parce que la Pologne était évidemment très montée contre les juifs, antisémites, pour dire les choses. Un grand pays catholique se devait presque d'être antisémite à l'époque, mais donc il avait créé des orphelinats, et il avait développé toute une éducation et créé ce qu'on appelait des républiques d'enfants. Où les enfants avaient des droits. C'est lui qui avait lancé cette idée des droits de l'enfant. Du reste, il a écrit un livre qui s'appelle Le droit au respect de l'enfant, en particulier, qui montrait que l'enfant était un être à part entière, un être humain, qui devait pouvoir s'exprimer, qui participe à l'élaboration du discours commun, inventer les règles, apprendre à régler les conflits, à donner son avis sur ce qu'il apprenait ou pas, etc. Donc, ce qu'il appelait les républiques d'enfants, etc. Alors il avait été très célèbre parce qu'au moment de la guerre, il était très célèbre. C'était il avait la réputation, il écrivait beaucoup de livres, des opéras, des livres pour enfants. Il avait la réputation, à l'époque, on parlait beaucoup de Françoise Dolto en France, maintenant, non. Enfin, c'est une personnalité, s'exprimait. Mais après est venue la guerre, et donc les enfants, l'occupation par l'Allemagne, et les enfants qui sont en orphelinat ont été, à un moment donné, tous arrêtés par les nazis et envoyés en camp d'extermination. Et lui, le docteur Korczak, les nazis ont dit non, on n'a pas besoin de vous, c'est que vous êtes juif, mais on ne vous touche pas. Il est parti avec eux, il est mort avec eux à Treblinka. Donc il était jusqu'au bout. Donc en Pologne, c'est devenu... et c'est en honneur de Korczak qu'il y a eu cette convention internationale. Donc, voilà, c'est vraiment un personnage, le droit de l'enfant au respect, il a écrit beaucoup de livres, de réflexions sur le... Mais alors, ce qui se passe, c'est que, ces droits-là, les enfants les ont de droit. Donc, normalement, la France devrait appliquer ces droits, c'est-à-dire que dans toutes les écoles où appliquer les droits de l'enfant, évidemment, dans des problèmes familiaux, justice, etc., pour que les enfants ont droit, etc. Il y a eu des choses qui ont été là, mais à l'école, les droits de l'enfant, c'est-à-dire, ça voudrait dire, puisqu'ils ont le droit de s'en aller, ça voudrait dire qu'il doit y avoir dans toutes les écoles des conseils, comme il y avait des conseils d'enfants, des conseils de classe, des conseils d'école, où les enfants s'expriment, font valoir leurs paroles, imaginent des propositions, etc. Et si ceci n'est pas respecté, qu'ils peuvent le dire, et étayer, et dialoguer, et voilà, etc. Donc, si vous voulez, d'une certaine façon, vous voyez, ils ont des droits. Mais cherchez des lycées, des écoles, des collèges, où il y a ces conseils de coopérative, ces conseils de classe, organisés avec les enfants, par les enfants, etc., où ils puissent s'exprimer en toute liberté. Évidemment, en toute liberté, ça veut dire dans le cadre du lycée, avec des enseignants, mais où les enseignants n'ont pas un rôle absolument prépondérant, sauf qu'évidemment, il y a les rôles de garde-fou que doit avoir un éducateur, etc. Mais, si vous voulez, on ne trouve pas ça, à part dans les pédagogies de type Freinet ou institutionnel, où il y a des conseils de coopérative toutes les semaines, où les enfants élaborent, réfléchissent aux règles de vie de la classe, aux projets de classe, d'apprentissage, on va travailler avec telle commune, les projets de coopération, mais vous voyez, ça n'existe pas. Je veux dire, il y a peut-être, une école sur 10 000, et encore je suis généreux, où c'est... Donc les enfants ont des droits, mais on ne leur donne pas. Est-ce que c'est pas une violence, ça ? Imaginez-vous, vous avez le droit, d'accord ? Vous avez le droit de vote, vous avez le droit, etc. Mais si on vous empêchait de voter, vous ne trouveriez pas que c'est un peu lourd ? Si on dit oui, vous avez le droit de vote, mais vous ne pouvez pas voter. Non, ça ne va pas, vous ne sauriez pas, vous voteriez mal, vous êtes un petit peu demeuré, un petit peu, vous n'êtes pas clair, donc non. Vous trouveriez qu'on vous manque de respect à la dignité, d'accord ? Et pourquoi on ne trouverait pas qu'on manque de respect aux enfants et que c'est une violence de leur interdire des droits qui leur sont octroyés, qui ont été ratifiés par la France. Et moi, souvent, dans les écoles, je suis intervenu là-dessus, poser la question, mais les enseignants, combien de fois dans les écoles, j'ai posé la question,
D'abord, je disais là, oui, mais c'est la loi. Les gens, même les enseignants, ils ne savent pas. Ils disent, ah bon, la Convention des droits de l'enfant. Ah bon, bah oui, il y a ça. Et pourquoi c'est là que. Hein. Moi, je veux dire, on doit appliquer les. Vous voyez, cette espèce de. Et j'avais été très frappé que. En 90, le ministère qui gérait ça de l'éducation, ils avaient fait les 10 droits fondamentaux de l'enfant. La Convention internationale fait 56 articles, ils avaient réduit à 10, et dans les 10 droits, il n'y avait pas le droit d'expression, il l'avait supprimé, comme s'ils ne pouvaient pas entendre. C'était tellement énorme que des enfants puissent s'exprimer, puissent penser par eux-mêmes, puissent s'associer, etc., que, alors je l'ai fait remarquer. Ah oui, ben c'est vrai, j'avais une fois rencontré l'inspecteur, je lui ai dit, écoutez, vous êtes chargé, monsieur, etc. Bon, il n'avait pas l'air très fier, hein. Bon, on dit oui, bon, c'est vrai, mais c'est le début, on n'est pas encore habitué, mais ça va venir, vous allez voir. Non, voilà, donc c'est une violence, ça, qu'on fait, vous voyez. Où est la violence? Vous voyez, si on commence à réfléchir, on voit qu'insensiblement, la violence qu'on pensait toute du côté des enfants, des jeunes, phénomène du bouc émissaire, de l'exclusion, etc., c'est nous, hein, c'est les éducateurs, l'institution, etc., qui créent cette violence. Parce que si les enfants, au fond, dont on peut penser qu'ils commettent, effectivement, il y a des actes de violence, il y a des coups de poing, etc., mais si on leur donnait des lieux d'expression où ils puissent mettre des mots MOTS au lieu etc., bah, peut-être ils se construiraient quelque chose, vous voyez. Mais pourquoi on interdit? Évidemment, quand on vous interdit, qu'on vous bâillonne, le réflexe, c'est d'éclater. Hein. Vous n'allez pas dire, c'est très bien, j'ai pas mes droits, mais vous avez 1000 fois raison, j'ai rien à dire, je suis un abruti total et je dois, etc. Non, vous voyez. Si on vous prive de vos droits, hein, bah, la Révolution française, elle s'est créée à partir de là. C'est le peuple qui s'est révolté de façon violente contre des oppresseurs. Hein. Bon, donc, que font des enfants? Ils s'expriment. Hein. Bon, alors, c'est pas que la violence soit s'éteindre, mais ouais, on peut l'éclairer d'une autre façon. Hein. Et également, c'est une question que je vous pose, pourquoi devrait-on penser, nous, adultes, éducateurs, parents, institutions, a priori, que cette parole-là, la parole des jeunes, des enfants, a moins de valeur et de pouvoir explicatif que la nôtre? Pourquoi, a priori, ce qu'on dit, ça suffit, que eux, ce qu'ils diraient, ça serait insensé, ça serait sauvageon, ça serait racaillon, ça serait crapulon, etc. Vous voyez, pourquoi, a priori, vous voyez, mais où est la raison, où est la conscience, vous voyez, où est le respect de l'autre, hein? Car si les jeunes peuvent être dits acteurs de la violence, hein, car il y a bien des actes, hein, sont-ils pour autant les auteurs de cette violence, hein? On pourrait dire qui a écrit la pièce, qui a dressé la scène, hein, qui a créé l'école, c'est pas les jeunes. Hein. Si on leur fait jouer, ils ont quel droit ont-ils eu là-dedans, hein? Ce sont des acteurs dans une mauvaise pièce, mais c'est pas eux qui ont écrit la pièce. Hein, c'est pas eux qui ont créé cette école-là, hein, qui les respectent pas, qui les humilie, etc. D'accord? Cette prise de conscience. Hein. Donc si on consent à faire un pas en dehors de la scène archaïque, hein, de la peur, du rejet, du bouc émissaire, etc., vous voyez bien que le problème de la violence à l'école devient déjà plus complexe. Hein. Hein. Et mais évidemment, l'avantage, si on maintient ça, ce sont les autres qui sont violents. L'avantage, c'est d'éviter de penser à notre propre violence. Hein. Si je dis les autres sont violents, je dis en même temps, c'est pas moi. Hein. Donc voilà, pas moi. Hein. Écoutez, nous, on veut que du bien aux enfants, hein. Le bien, on veut les enseigner, on veut, etc. Oui, mais quel enseignement, hein, l'enseignement à travers la compétition, la rivalité, vous voyez, on retrouverait, c'est très violent ça, de mettre les enfants en compétition. Ils n'ont pas demandé ça. Hein, on les met dans des situations où il y aura des gagnants, des perdants, des rivalités, et on apprend à développer, à travers l'esprit de compétition, des formes de violence, hein, où il y a des gagnants et des perdants, et où, comme dit Jacquard, les gagnants fabriquent des perdants, évidemment, hein, et les perdants, les gagnants sont les vainqueurs, vous voyez, il faut des vainqueurs, et puis des vaincus. Hein, c'est encore un langage guerrier, on ne va pas à l'école pour être gagnant ou perdant, etc., on va à l'école pour apprendre à devenir un être humain, hein, et toute cette fabrication de l'école autour de valeurs aussi barbares que la compétition des uns contre les autres, etc., ça n'a pas grand-chose à voir avec l'éducation. Donc c'est extrêmement violent, c'est pour ça que c'est une
contre-éducation. Mais les jeunes, c'est pas eux qui ont demandé ça. Hein. Ils n'ont pas demandé à être dans cette foutue école hein, où il y a des gagnants et des perdants. Parce que vous allez me dire, il y a quand même des gagnants. Mais les gagnants, qu'est-ce qu'ils gagnent hein, humainement parlant? Oui, ils sont gagnants socialement parlant. Ils vont être dans la haute classe, comme on dit. Ils vont être dans la France d'en haut. Mais humainement parlant, vous voyez, qu'est-ce que ça vaut hein, cette idée il y a une phrase de Kant qui disait que finalement, lorsqu'on accepte qu'une partie de l'humanité soit pas libre, soit servie, etc., c'est comme si soi-même, si on accepte l'inhumanité et qu'on y contribue, ben, c'est que soi-même on est inhumain. Hein, on fabrique un système relationnel et donc social et donc politique qui est inhumain. Et ceux qui sont gagnants, bah, ils participent à ça, ils fabriquent ce système-là, ils sont complices ou bon, voilà, ils peuvent dire bon, moi je suis gagnant, moi ça va, moi j'ai mes droits, moi j'ai ça, mais et les autres, vous voyez, le problème de vivre tous ensemble, c'est et les autres. Hein, pourquoi les autres n'ont pas la même. Ils sont moins quoi? Ils sont moins dignes, ils sont moins ceci, ils sont moins cela. Ça restera à prouver hein, qu'il y a des gens qui sont plus dignes que d'autres. Hein, et que construire des systèmes qui fonctionnent sur cette forme de pauvreté humaine et civilisationnelle, je ne vois pas très bien où est la dignité de ceux qui perpétuent, qui fabriquent ce système. Ça me montrerait, il faudrait me prouver, hein, il faudrait se prouver, argumenter pour montrer qu'on a bien raison de fabriquer ce genre de société stigmatisante, dévalorisante, etc. Hein. Bon. Alors, je vais un petit peu arrêter là. Alors, le deuxième aspect, donc j'ai parlé de l'anthropologie. Hein. Et si vous voulez, le mot anthropologie est intéressant. Il renvoie, anthropos. Hein, mais ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience des mots. Encore une fois, si j'amène certains mots pour essayer de leur faire dire ce qu'ils veulent dire, c'est pas par coquetterie sémantique ou pour ramener un savoir qui ne m'intéresse pas beaucoup, mais c'est parce que voilà, les mots, c'est des êtres vivants, ils nous disent des choses. Anthropologie, justement, qu'est-ce que c'est que la compréhension anthropologique de soi-même? Ça vient il y a trois mots dans l'anthropologie. Il y a anthropos, il y a opos, il y a teros, anthropologie, hein, c'est une contraction de trois termes, et il y a opos. Hein. Andro, c'est l'homme, hein, c'est l'homme guerrier. Hein, l'anthropologie, c'est l'homme encore fruste hein, que nous sommes. Hein, c'est anthropos. Nous sommes. Hein, Téros, c'est le sperme, la semence, hein, la vie. Et opos, c'est le regard. Le opos, c'est regarder, comprendre. Hein, donc l'anthropologie, c'est le regard qui nous fertilise pour être des êtres humains. Plus des andros, c'est-à-dire des êtres grossiers humainement, mais qui nous humanisent. Et l'anthropologie, c'est la philosophie, d'une certaine façon, est anthropologique dans la mesure où elle réfléchit sur l'homme pour l'humaniser, hein, pour faire que l'andros, c'est-à-dire l'être fruste, le guerrier, hein, on se bat. Hein, voilà, la réponse c'est toi ou moi, t'es trop, ou j'ai besoin de ton territoire, ou tu me fais de l'ombre, etc. L'andro, c'est ça, l'homme grossier, hein, que nous sommes tous depuis le néolithique. Hein, parce qu'avant, peut-être, on peut dire, mais le problème ne se posait pas, donc ça n'a pas de sens de dire il y a 1 million d'années, les hommes se tuaient peut-être, mais non, ils n'avaient pas conscience de ça. Prenons les problèmes à partir du moment où nous devons les prendre. Hein. Et andro, les hommes se sont... Vous voyez, andro, c'est ça. Et nous devons devenir des hommes humanisés. Vous voyez, voilà, poser ce regard de opos, l'opos, c'est le regard, c'est la compréhension dont j'essaye de témoigner devant vous. Hein. Faire preuve d'opos hein, pour nous fertiliser, hein, le téros, nous vitaliser humainement. Hein. Donc voilà, c'est cette prise de conscience, et si on entre là-dedans, on voit bien que le problème de la violence, il se déplace, il n'est plus du côté des jeunes d'abord, il est du côté de nous-mêmes, hein, qui créons, si vous voulez, les situations où de la violence a lieu, alors qu'elle pourrait ne pas avoir lieu, si nous nous donnions d'autres moyens hein, d'éduquer humainement nos enfants, en particulier à l'école, mais aussi dans les familles. Alors, le deuxième aspect, je vais revenir sur la question de la démocratie. Hein, l'anthropologie, mais elle est liée, hein, parce que d'une certaine façon, nous disons, mais là c'est toute l'idée des ambiguïtés de la démocratie dont j'ai parlé tout à l'heure, nous disons démocratique. Hein.
démocratique, c'est-à-dire une société pour le peuple, par le peuple, etc. La société, c'est la souveraineté du peuple, par le peuple et pour le peuple. Vous voyez, il y a 3 fois peuple, on en rajoute, c'est le peuple, le peuple, le peuple. Bon. Mais qu'est-ce que c'est que, en réalité, comment fonctionne cette démocratie? C'est-à-dire que la démocratie, ça apparaît, ça a belle allure, ça en jette. C'est-à-dire qu'au fond, les principes, c'est liberté, égalité, fraternité. En principe, il doit donner un sens à une liberté fraternelle, à une égalité de tous, etc. L'égalité fraternelle, c'est l'égalité de tous. Il n'y en a pas un qui doit y échapper. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'on a fait une promesse, on a lancé ça, mais c'est pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au fond, la démocratie, c'est un mensonge. Il y a un livre qui a été écrit, de référence, la démocratie est une imposture. Oui, je crois que c'est la des choses. La démocratie, c'est une imposture et un mensonge. Mais dans l'école, ça se traduit comment? Ça se traduit, moi j'ai lu l'aveu en effet par ceux-là même qui dirigent cette école. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Xavier Darcos, qui a été ministre de l'Éducation nationale, comme vous savez. Il a écrit un livre qui s'appelle L'art d'apprendre à ignorer, en 2000, mais il n'était pas ministre à ce moment-là, donc c'était un universitaire, il a écrit, et il dit en l'an 2000, il revient sur le fonctionnement de l'école, il dit « Le constat est amer, les inégalités scolaires, soulignons-le encore, se sont encore aggravées, l'école reste une machine à exclure », c'est pas rien, à l'école, une machine à exclure, si c'est pas être violent que d'exclure les gens, mais c'est lui qui dit, c'est pas un sociologue critique, marxiste, venimeux, qui en veut créer à l'école. Non, c'est le ministre. Il n'était pas ministre. S'il a été ministre, il n'aurait pas pu se permettre de dire ça, parce qu'il ne serait pas le lendemain, on lui aurait demandé de partir. Ou il aurait dû, parce que ce n'est pas logique de dire que l'école est une machine à exclure, etc. Où les incivilités et les violences ne cessent de s'aggraver. C'est lui qui dit, les incivilités et les violences ne cessent de s'aggraver, malgré 5 plans successifs anti-violence. À l'époque, on en faisait un tous les ans. Voilà. Bon, donc il dit tout ça, voilà, c'est ça l'école. Et on ne fait rien. Mais si l'école est une machine à exclure, pourquoi ne pas commencer, logiquement, à remettre en cause ou à prendre conscience des mécanismes de cette exclusion? Parce que les victimes de l'exclusion, c'est qui? C'est pas M. Xavier Darcos, c'est pas les enseignants, c'est les jeunes. Et en particulier les jeunes promis à l'exclusion, c'est-à-dire les jeunes des classes populaires, et si vous voulez, les jeunes issus de l'immigration, je dirais de l'immigration populaire, pas les immigrés de luxe, etc., qui peuvent mettre leurs enfants à l'école alsacienne, etc., ou dans les meilleurs lycées, etc. Bon, donc, vous voyez, comment ne pas commencer, logiquement, à remettre en cause les mécanismes de l'exclusion, et les mécanismes de l'exclusion, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est on exclut parce qu'on met les gens en compétition, il y a les gagnants, les perdants, ils sont renvoyés en dehors du système. Je vous rappelle, je vous l'avais dit, mais quand même, on devrait non pas seulement s'étonner, mais se scandaliser que, au nom de la promesse de la réussite de tous les élèves, ce qu'annonce l'école, tous les élèves, etc., il y a quand même 150 000 enfants, alors des fois on dit 120 000, 150 000, des fois 180 000, beaucoup trop, c'est-à-dire un 6e des enfants qui sortent du système éducatif sans formation ni diplôme. C'est-à-dire comment l'école réussit-elle à faire échouer autant d'élèves? Il faut être fort pour arriver à... Comment la réussite de l'école, c'est justement de faire ce choix de l'exclusion. On ne fera pas croire que les élèves sont tous incapables, etc. Alors voilà, donc, et avec toute la violence qu'il peut y avoir à signifier à travers l'échec scolaire, l'échec de l'exclusion, de la machine à exclure, et de tous ces rouages qui contribuent à l'exclusion, depuis les programmes, les processus pédagogiques, les enseignants qui, malgré tout, même s'ils sont malheureux, certains, acceptent quand même de jouer le jeu. L'école, c'est quand même bien des gens. Alors, évidemment, faut être nuancé, parce que c'est pas tout le monde. Il faut, on ne peut pas s'en prendre aux personnes. Effectivement, mais derrière ça, il y a quand même
des êtres humains. Hein. Mais derrière ça, il y a cette exclusion, il y a la dévalorisation de soi-même, l'invalidation, hein, ou la perte de confiance en soi, l'humiliation, hein, qui sont des violences. Hein. Être humilié, voilà, nous on fait partie des gens qui sont sortis, etc. Mais vous savez, tous les enfants du quart-monde, etc., qui sortent, bon, voilà, ils sont convaincus qu'ils sont pas malins, pas intelligents, mais de moins en moins. Hein. Car beaucoup refusent à juste titre, car ils se savent intelligents, peut-être pas de l'intelligence de l'école, hein, parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence, hein. Il n'y a pas que l'intelligence logique, abstraite, etc. Hein. Quelqu'un dit 7 formes d'intelligence, et pourquoi les hiérarchiser d'ailleurs? Pourquoi l'école n'en retient qu'une et pas les autres? Vous voyez, on poserait beaucoup de questions. Hein, et pourquoi l'école n'attache pas d'importance à d'autres formes d'intelligence dont sont possesseurs, en particulier les enfants qui ont vécu dans des conditions très difficiles. Hein, ils ont des intelligences des situations, des intelligences, si vous voulez, du corps, de l'espace, des intelligences de résoudre des problèmes vitaux, existentiels, donc des savoirs d'expérience, de vie, tout ça. Mais vous voyez, bon, c'est très compliqué. Hein, bon, mais on n'en tient pas compte. Hein, mais beaucoup d'enfants maintenant n'acceptent pas ce verdict. Hein, parce que je crois que c'est là où la société fait une erreur, c'est qu'on n'a pas vraiment pris la mesure de la lente révolution des consciences qui a été suscitée par la promesse républicaine et démocratique. Hein. C'est-à-dire que tous ont droit, on dit les droits, tous les droits universels, tous les hommes, parce que les individus, qui fait qu'aujourd'hui, tous les individus s'estiment dans leur fond libres et égaux, en conscience, hein, pas seulement en principe. C'est-à-dire qu'ils ont conscience qu'ils ont une valeur, ils ont conscience qu'on leur a fait une promesse, hein, et ils ont conscience qu'on n'honore pas cette promesse. Hein. Et ça provoque non seulement du désarroi, mais ça provoque aussi un sentiment de révolte. Car tout ce qui vient heurter et casser cette nouvelle conscience de soi, moi j'appelle ça la dignité de la personne. Hein. La dignité de la personne qui se sent niée, hein, rejetée, hein, refusée dans ses capacités, dans son potentiel, etc., qui n'a pas été reconnu, tout ça, ça va tendre à s'exprimer par toutes sortes de manières réactives, implosives ou explosives, hein, dont les violences et les incivilités, qui deviendront, si on n'y prend pas garde, des modes d'être ordinaires, hein, dans l'école, dans la rue ou ailleurs. Hein. Car pourquoi devrions-nous, question, considérer que toute cette masse d'affect, de rejet, hein, d'exclusion, d'affaiblissement, hein, d'humiliation, voire de mépris ou d'indifférence reste sans effet? Hein. Voilà, ce sont des discours qui nous sont adressés. Hein. Ça reste sans effet. Hein. Voilà, voilà, c'est comme ça, bon, voilà, il n'y a rien à voir, circuler, il ne se passera rien. Hein. Pas du tout. Hein. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'appelait Ferdinand de Ligny, qui était un grand éducateur. Hein. Bon, j'ai parlé de Corzac. Corzac, c'était la grande dimension internationale. Il y a Freinet, puis il y a Ferdinand de Ligny qui a beaucoup travaillé avec les enfants délinquants. Qu'on appelait délinquant. Il était de Lille d'ailleurs, hein, donc j'ai connu un petit peu son œuvre, etc. Il a écrit un livre qui est plein d'aphorismes qui s'appelle Graines de crapule. Alors voilà, crapule, on disait crapule. Maintenant, sous Sarkozy, il aurait écrit Graines de racaille. Hein. Mais il avait écrit Graines de crapule, et il a dit cette chose suivante, en s'adressant aux éducateurs, à la société, il a dit « La pire chose que tu puisses leur faire, aux jeunes, c'est de promettre et de ne pas tenir. Tu le paieras très cher et ce ne sera que justice. » Hein. Que cela plaise ou non, il faudrait peut-être commencer à s'apercevoir que les violences dites scolaires et de leur périphérie sont le prix à payer pour nos mensonges démocratiques. C'est une justice immanente. Hein. C'est-à-dire promettre et ne pas tenir, tac, vous avez la réponse, en pleine figure, vous avez ça, qui vous renvoie à votre propre violence, à votre propre mensonge, à vos propres impostures. Hein. La réalité, c'est que ces violences qu'on attribue aux jeunes, ces violences à l'école, ne sont que le miroir grossissant de la pathologie, hein, et du dysfonctionnement du lien social dit démocratique, mais qui en réalité ne l'est pas. Hein, qui promet l'inclusion et la reconnaissance, mais pratique l'exclusion, et par-dessus le marché, son déni. On dit non, c'est pas vrai, on ne veut pas reconnaître. Hein. Donc, voilà. Hein.
Alors, s'en aviser, il faudrait s'en aviser, vous voyez, le courage, ce serait de venir, bah oui, pourquoi est-ce qu'on fait cette promesse, et pourquoi ce mensonge, et pourquoi on prétend être au service du peuple alors qu'on ne l'est pas, etc. Donc, il faudrait repenser tout le système démocratique, et ça renvoie, encore une fois, à mon idée de laocratie, de peuple tout entier, etc. Donc, vous voyez, derrière tout ça, j'essaye de vous faire prendre conscience que voilà, la violence n'est peut-être pas là où on l'a dit, hein, et que ça nous renvoie à notre propre violence, hein, à nous, car quand même, ce sont quand même les éducateurs, les parents, l'éducateur, enseignants qui doivent éduquer les enfants. C'est leur responsabilité, c'est quand même pas aux enfants de s'éduquer par eux-mêmes, hein. Voilà, il y a un ordre des choses, hein, ça serait le monde à l'envers, on demanderait aux enfants d'être eux-mêmes je dirais démocratique, enfin voilà, d'être dans la parole, dans la conscience, etc. Hein, et que les adultes, eux, ne le seraient pas. Hein, je veux dire, on renverse complètement l'ordre de choses. Il y a une espèce de, je dirais, de perversion du système, hein, qui fait que les enfants devraient être gentils, doux, calmes, etc. Alors qu'ils sont dans une société qui est violente. Donc on devrait plutôt y voir un symptôme. Hein, c'est-à-dire que la violence d'école n'est jamais que l'expression sur le mode réactif et provocatif, parce que peut-être justement il faut, de cette espèce de mort sociale dans laquelle sont entrés de plus en plus de jeunes, et ils le sentent à l'école. Donc c'est une façon, je dirais, de résistance. Hein. La violence scolaire, on pourrait la voir, non pas la justifier, parce que c'est une impasse de toute façon. Je veux dire, de toute façon, on ne construira jamais rien. Mais si on pouvait prendre conscience que c'est une façon de résister à une mort sociale, hein, et comme le disait un célèbre écrivain, Antonin Artaud, hein, qui parlait de la cruauté, il disait c'est la façon de la violence d'exprimer la vie dont on est capable quand on est déjà mort. Hein, c'est-à-dire quand on est promis à la mort, voilà, avant de mourir, si vous voulez, on envoie un dernier message, hein, etc. Et on pourrait justement, si on était intelligent, penser que ça, c'est peut-être, je dirais paradoxalement, et ne prenez pas comme une provocation, c'est une chance pour les jeunes, au fond, de pouvoir être violents. Ça prouve encore qu'ils sont vivants. Hein, et ça serait une chance, si pour nous et pour eux, si c'était l'opportunité pour nous de comprendre que cette mise à mort, hein, mort sociale, nous fait signe, et qui est un message que nous devrions déchiffrer en première urgence, hein, si nous voulons sortir de ce message mortifère de la violence, hein, de cette violence dans laquelle nous sommes et que nous entretenons. Donc vous voyez, on pourrait interpréter la violence comme un symptôme, si vous voulez, comme un symptôme de notre violence collective, et c'est un miroir qui nous est renvoyé, et si on ne veut pas voir, évidemment, si on veut voir que nous-mêmes dans le miroir, on sera des idiots, hein, on verra que nous-mêmes, on ne verra pas, hein, ce message et cette interaction vivante. Hein, c'est peut-être la seule façon d'exprimer la vie, parfois, la violence. Hein. Mais ça, c'est un point de vue de compréhension, c'est pas un point de vue de justification, parce que de toute façon, tout le monde perdra, hein, si c'est la guerre, y compris les jeunes, et y compris les adultes, tout le monde y laisse sa peau, hein, sur le champ de bataille. Donc c'est pas. Mais quelque part, voilà, il y a quelque chose que nous, si nous sommes vraiment des éducateurs, hein, encore une fois, qui voulons faire grandir en humanité, nous devrions comprendre, mais qu'est-ce qui se passe, hein, de quoi s'agit-il, hein, et ne pas nous fermer, encore une fois, à ça, et de nous enfermer dans notre propre violence. Hein. Alors maintenant, je vais terminer en disant, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, hein. Je pense que ça nous interroge sur nous-mêmes, hein, sur notre capacité justement à devenir des êtres conscients, hein, être de conscience. Hein, voilà, l'esprit de fraternité, c'est conscience et raison. Hein. Voilà, est-ce que nous allons devenir des êtres conscients, réflexifs? Et la conscience, ce sont des valeurs. L'être humain conscient, c'est l'être qui s'organise autour d'un certain nombre de valeurs qui vont lui baliser le chemin de son humanisation. Et je pense que la fraternité, le respect, la dignité sont les deux grandes valeurs, si vous voulez, qui nous donnent des repères. Hein. Ça veut dire on n'est pas sans rien. Hein. Et je reviens encore à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Si nous sommes tellement pour les droits de l'homme,
nous autres occidentaux, au point de « Ah oui, les droits de l'homme, les droits de l'homme ». N'oublions pas que les droits de l'homme sont fondés sur 2 valeurs, dans l'article 1er de la Déclaration, qui sont les conditions de possibilité, c'est d'être libre égaux en dignité, c'est la dignité, égaux en dignité, c'est-à-dire d'être reconnus comme des êtres dignes, comme des êtres humains, et sur l'esprit de fraternité. C'est les deux grands repères que nous avons pour nous construire humainement parlant et faire que les droits de l'homme, ce ne soit pas simplement du bavardage occidental, etc., mais ça soit fondé sur ce qui nous humanise. Donc, d'une certaine façon, ça devrait nous amener à faire un travail sur nous-mêmes, un travail d'humanisation, et à revoir, si vous voulez, d'anthropologiser et de réfléchir sur nos grands mots, comme démocratie, qui est un pur mensonge, et vivre dans le mensonge, on ne peut pas se construire dans le mensonge. C'est-à-dire, l'être humain, il n'est pas programmé pour se construire dans le mensonge, dans la fausseté, parce que, je dirais, il y a une espèce de loi de l'espèce humaine, et n'oubliez pas que ce que je vous disais à propos de Rousseau, l'espèce humaine ne veut pas être façonnée à demi. Et pour l'instant, on reste dans le demi, mais on ne veut pas aller vers ce qui pourrait nous façonner complètement. Il y a une espèce de résistance là, et c'est intéressant de réfléchir sur nos résistances. Arrêtez de dire c'est lui, c'est les enfants. D'ailleurs, je vous signale simplement, moi j'ai appris ça dans une formation, mais j'ai trouvé ça très éclairant, je me l'applique. Lorsqu'on dit c'est lui, etc., vous voyez, le bouc émissaire, etc., vous retournez votre main et vous avez 3 doigts qui sont tournés vers vous. Vous voyez, vous avez 3 fois plus de raisons de vous interroger sur vous-même. Ah bah oui, vous voyez, vous dites c'est lui, vous cachez vos 3 doigts, vous retournez la main, voilà, c'est la révolution. Il y en a 3 qui nous disent, bah oui, c'est peut-être d'abord toi. Tu as 3 fois plus de raisons de te remettre en cause toi-même, de t'interroger sur toi-même que sur les autres. Donc c'est une espèce de leçon, on dirait le corps ne ment pas, le corps est intelligent, il nous donne des informations et des renseignements sur nous-mêmes. Voilà. Donc il y aurait tout un travail, je dirais, sur nous-mêmes, un travail sur soi pour se rendre justement, un travail anthropologique et éthique pour nous réapprécier humainement, reprendre le contrôle de nous-mêmes, parce qu'actuellement on voit bien qu'on est une société en plein désarroi, c'est-à-dire qui va un peu nulle part, qui va à l'aveugle, qui ne se pressent pas de futur, d'un avenir qui soit désirable, commun, partageable, tous ensemble, et censé qui nous dirige quelque part. On voit bien qu'on a une espèce de désarroi, mais ce désarroi, il vient de où? Il vient de nous-mêmes. Je veux dire, c'est pas l'humain est menacé par sa propre inhumanité, par lui-même. Il n'y a rien d'autre qui nous menace. Il n'y a pas une méchante météorite qui nous menace. Il n'y a pas d'extériorité, etc. On est menacé que par nous-mêmes, par notre propre humanité. C'est nous-mêmes qui nous affaiblissons. Et on devrait réfléchir sur est-ce que nous voulons nous fortifier humainement, dépasser l'andro dont je parlais tout à l'heure, l'homme grossier, pour devenir un être qui va dans le sens de son accomplissement, c'est-à-dire qui accomplisse la deuxième partie du voyage. Rousseau disait, si on est simplement formé, façonné à demi, il disait on ne sera rien. Rien, c'est le nihil, le nihilisme. On ne sera rien, c'est-à-dire on disparaîtra. Il ne disait pas ça comme ça, mais parce que lui, il était optimiste, mais on a moins de raisons de l'être, mais que peut-être qu'effectivement, la proposition humaine s'arrêtera parce que, si vous voulez, si on est façonné pour devenir des êtres humains et qu'on refuse et qu'on ne voit pas nos résistances, etc., c'est comme si vous avez un cavalier, son cheval, il doit sauter un obstacle, d'accord? Bon, l'obstacle est peut-être rude, c'est pas facile, mais s'il ne le saute pas, s'il passe en dessous, ou s'il refuse de saut, il passe à côté, c'est fini. Ils ont refusé la proposition humaine, mais pour sauter l'obstacle, il faut se préparer, il faut s'entraîner, il faut mesurer, il faut faire attention, mesurer le cap, il faut réfléchir, il faut être attentif, il ne faut pas être négligent, il faut être intelligent. Intelligent au sens de créer du lien, ce lien humain. Contraire de négligent. Négligent, c'est négligere, négliger, c'est refuser le lien. Et peut-être nous sommes négligents, nous négligeons humainement parlant. Vous voyez, et c'est cette prise de conscience qui peut-être
fera en sorte que nous devenions des individus qui soient capables d'éduquer, et non pas de contre-éduquer, d'être dans des processus de fraternité et donc de paix, et non pas dans des processus de violence, et dans des processus politiques qui soient ceux, non pas de la démocratie qui, de toute façon, n'a plus aucun avenir, mais il faudra le temps, mais le processus de laocratie. Bon, alors moi, si vous voulez, j'ai un petit peu orienté tout mon cycle pour terminer autour de ça. C'est essayer de prendre des mots importants. Bon, les trois mots fraternité qui renvoient à éducation, car nous ne saurons pas, la fraternité, ça ne va pas de soi. C'est un long et lourd travail sur nous-mêmes. Donc la fraternité renvoie à l'éducation renvoie à la laïcité, au laos, à la laocratie, c'est tous les hommes ensemble. Et puis, d'une certaine façon, le problème de la violence qui nous renvoie à notre miroir, pourquoi nous sommes violents, pourquoi nous résistons à devenir des êtres humains. Bon, il me semble qu'autour de ça, il y a une constellation de mots, ces mots qui disent de nous ce que nous ignorons d'eux, il serait peut-être temps d'apprendre, je dirais, à travers ces mots, ces mots forts, à nous humaniser, et on n'est pas sans repère, on a des munitions, au sens des armes. J'avais la dernière fois parlé du mot munus, munition, le mot munus qui est dans communauté, le mot munus qui voulait dire trois choses, don, bienfait et puis office. C'est la notion de devoir. Nous devons d'être des êtres humains. C'est un travail. Vous voyez, tous les hommes doivent agir, c'est une obligation. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas être humain comme ça, comme ça, en faisant n'importe quoi. C'est un office, c'est un travail. Et si on n'a pas cette conscience-là de cette obligation, de cet impératif éthique, anthropologique de devenir des êtres humains, on laissera les choses filer et on ne sautera pas par-dessus la barre, mais on passera à côté. Mais vous avez vu le cavalier qui passe en dessous, ou à côté, ils ont l'air tout honteux, tout minables. Ils ont raté l'obstacle. Quand vous regardez les trucs. Voilà. Et le cheval et le cavalier, là, ils se mettraient sous terre s'ils pouvaient. Nous, peut-être que, réfléchissons. Bon, voilà, j'arrête parce que l'heure, c'est pas que j'aurais pas encore des choses à dire, mais je vous souhaite bonne continuation dans votre université populaire, et puis je ne sais pas si on se reverra un jour, mais bon voilà. Merci de m'avoir entendu, si ce n'est supporté.